L'anime commence par nous montrer une belle ville futuriste, où l'on voit une fille aux cheveux roses qui fuit quelque chose qui, clairement, veut sa mort. De nulle part, quelqu'un la contacte et lui demande si elle a réussi à obtenir la clé. Elle dit oui, comme si ce n'était pas un gros problème. Mais juste après ça, des robots apparaissent et ouvrent le feu avec leur tourelle, la touchant à la jambe. Bien sûr, elle n'est pas encore hors de combat. Elle active une sorte de pouvoir d'invisibilité, se transforme en ninja furtif et s'échappe. Plus tard, elle atteint la sortie et remet la clé à un petit robot qui l'attendait comme un chiot fidèle. Juste au moment où on pense que la voie est libre, surprise, l'un des robots qui la poursuivait plus tôt réapparaît, prêt à terminer le travail. Juste avant que cela ne tourne au Terminator, un énorme mécha débarque en trombe et bloque l'attaque. Il s'avère qu'il est de son côté. L'armure scénaristique frappe encore. Elle a une chance de fuir, mais le robot maléfique tire quelques missiles sur elle, touche solidement sa cible et elle finit par tomber d'un pont, gravement blessée. Changer de scène pour rencontrer notre protagoniste, Shuuma, tranquillement dans un train en direction de l'école, comme s'il ne venait pas de se réveiller en pleine zone de guerre de science-fiction. Son meilleur ami vient le saluer et pendant qu'ils discutent, Shu remarque une présence militaire suspecte dans les rues. Elle explique qu'apparemment, il y a eu une attaque terroriste la nuit précédente, et c'est pourquoi le centre-ville entier ressemble à une zone de guerre. Plus tard, Shu arrive à son lycée et nous offre un petit monologue de construction du monde. Il y a 10 ans, un virus a causé une pandémie massive au Japon, qui a complètement dévasté le pays. Ça s'est tellement mal passé que d'autres nations ont dû intervenir pour aider, et depuis lors, le Japon a été un peu dépendant du soutien extérieur pour faire fonctionner les choses. Après l'école, Shu se dirige vers ce qui ressemble à une maison abandonnée dans une zone interdite de la ville. À l'intérieur, il retrouve la fille aux cheveux roses et est manifestement choqué. Ce n'est pas tous les jours que l'on croise la fille des poursuites et explosions précédentes. Dès qu'elle le voit, elle panique et son robot passe en mode videur, renversant Shu sur le sol. Ce plongeon héroïque ruine son déjeuner et la fille tente de se cacher mais son estomac gargouille bruyamment. La fille meurt de faim. Donc Shu, étant un mec bien, lui offre à manger. Pendant qu'il mange, il se rend compte qu'il la reconnaît. Il s'avère qu'elle n'est pas seulement une fugitive quelconque, elle est Inori, une chanteuse célèbre d'un groupe bien connu, évidemment. Elle demande à Shu d'emmener son robot à un endroit précis de la ville, tout en lui montrant un petit objet en fil qu'elle a fabriqué. Oui, des arts plastiques au milieu de tout ça. Un groupe de soldats fait soudain irruption, elle essaie de courir mais se fait attraper et pour aucune autre raison que du drame d'anime, il la frappe sur le champ. Shu essaie de les arrêter en criant « Hé, arrêtez !» mais ils expliquent calmement qu'elle est suspectée de terrorisme et puis pointent leurs armes sur lui. Naturellement, ils paniquent et se cachent comme un pro. Ils emmènent Inori et Shu est laissé là, se sentant comme un déchet absolu pour n'avoir rien fait. Le robot lui montre alors une carte indiquant l'endroit où Inori voulait qu'il aille. Se sentant coupable et peut-être un peu héroïque, il décide d'emmener le robot là-bas. Pendant ce temps, Inori est interrogée sur l'emplacement de la clé. Quand elle refuse de parler, l'armée envoie plus de troupes pour le retrouver. Shu arrive enfin à l'endroit indiqué par le robot, seulement pour être attaqué par une bande de voyous essayant de le voler. Ils le frappent un peu, mais il refuse de le céder et juste quand les choses semblent sombres, un blond nommé Guy apparaît avec du renfort. Oui, Guy, juste Guy, lui et son équipe démolissent les voyous en moins de 10 secondes. Une des filles prend le robot et Guy demande tranquillement ce qui est arrivé à la fille aux cheveux roses. Avant que quelqu'un puisse répondre, une explosion massive secoue la zone et un des gars de Guy arrive en courant pour dire « oui, l'armée est là ». Coupé à un pur chaos, les troupes militaires abattent tout le monde en vue comme si c'était juste un autre mardi. Un mécha arrive et Guy dit à Shu de protéger la clé et d'aller sauver Inori. Pendant ce temps, Inori est retenue dans une remorque qui s'est renversée après avoir été touchée par un missile de mecha. Parce que bien sûr, elle parvient à s'échapper, mais alors qu'elle est sur le point de partir, un groupe de mechas l'entoure. Ils visent leurs armes, prêts à tirer, et à nouveau surprise, Shu apparaît de nulle part et plonge pour la sauver. À ce moment-là, la clé s'active et déverrouille une épée lumineuse incroyablement cool qui était apparemment à l'intérieur d'Inori depuis tout ce temps. Ne posez pas de questions. Logique d'anime, Shu l'attrape, bloque les missiles comme un pro, et avec un seul coup d'épée d'anime, il détruit complètement les méchas ennemis. Juste une journée normale de lycée. Quand les militaires voient la puissance de l'arme, ils paniquent complètement et envoient encore plus de robots pour abattre le protagoniste.
Entre-temps, il se défend du mieux qu'il peut, mais après avoir fait exploser quelques missiles entrants, l'explosion l'envoie voler directement dans un immeuble. Guy, qui regardait le chaos comme si c'était un spectacle à la carte, décide finalement d'intervenir et fait tomber un bâtiment voisin sur le mécha ennemi, le piégeant. Cela donne au protagoniste l'occasion dont il a besoin pour le détruire avec l'épée, puis il part pour aider Inori. Ensuite, l'épée retourne calmement dans le corps d'Inori comme si c'était normal et avec l'aide de Guy, ils parviennent à s'échapper. Dans la scène suivante, nous voyons le mecha allié de Gai, piloté par une fille, se faire complètement détruire par un autre robot ennemi. Celui qui pilote ce nouveau mecha est Yann, le fils d'un haut responsable militaire, car rien n'indique plus qualifié que d'y être né. Yann se présente pour rencontrer l'équipe qui chasse Inori et leur dit tranquillement qu'il rejoint la mission, mais qu'il fera les choses à sa manière parce que son père dirige l'opération. Les autres soldats acquiescent en gros et font semblant d'être d'accord. Plus tard, nous voyons le protagoniste et Inori sur le toit d'un bâtiment. Le gars gronde Inori pour n'avoir pas apporté la clé, et juste au moment où la tension monte, le protagoniste la défend en disant qu'elle a fait de son mieux. Guy n'est pas impressionné. Il explique que le véritable problème était de donner le pouvoir de la clé à la mauvaise personne, c'est-à-dire le protagoniste. C'est alors que nous apprenons que la clé s'appelle en fait le génome du vide, une arme biologique super puissante et qu'elle était destinée à Guy depuis le début. Il explique qu'il n'existe que 3 génomes du vide et celui que le protagoniste a utilisé lui donne le pouvoir du roi. En gros, cela lui permet d'extraire le pouvoir caché des autres personnes et de le transformer en arme. Comme lorsque l'épée d'Inori est apparue de nulle part. Après la petite leçon, Guy dit au protagoniste qu'il fait maintenant partie de la rébellion, qu'il le veuille ou non. Puis, l'une des personnes de Guy apporte des nouvelles urgentes. Un bâtiment a été pris par les forces de Yann et plus de 100 personnes sont retenues en otage. Guy convoque immédiatement toute la résistance pour une réunion et ils élaborent rapidement un plan pour prendre d'assaut le bâtiment et sauver les otages. On voit ensuite le protagoniste et Inori se faufiler dans le système de ventilation du bâtiment, comme dans une mission furtive d'un jeu vidéo. Une fois qu'ils atteignent la pièce où se trouvent les otages, ils voient des soldats brutalement battre des civils innocents. Ces soldats ne sont même pas locaux, ils font partie d'une force étrangère et utilisent le virus comme excuse pour abuser et exécuter des gens sans conséquence. Juste au moment où Yann et ses sbires s'apprêtent à exécuter les otages, la rébellion lance une attaque surprise, les bombardant d'un déluge de missiles. Ils distraient Yann en le faisant poursuivre un camion leur, et en même temps, ils tentent une embuscade au commandant militaire responsable de l'opération, l'entourant de suffisamment de missiles pour lui gâcher toute la journée. Le commandant, n'aimant clairement pas la situation, menace de faire exploser des bombes atomiques cachées sous la ville à moins qu'il ne puisse parler directement avec le chef de la rébellion. Alors Guy se présente pour la discussion, le commandant exige leur reddition et veut savoir où se trouve la clé volée. Guy refuse naturellement, le commandant réagit en pointant des centaines d'armes laser sur lui parce que la diplomatie est surestimée. Pendant ce temps, le protagoniste se prépare pour la prochaine étape du plan. En utilisant à nouveau le pouvoir de la clé, il attaque Yann, révélant l'arme intérieure de Yann qui s'avère être un énorme canon. Il le tire juste au moment où le commandant attaque Gai et le canon crée un énorme bouclier d'énergie qui reflète les lasers, détruisant les méchas et les armes de l'armée en une seule fois. Comme ça, la force militaire est anéantie et les otages sont sauvés. Après cela, Guy félicite le protagoniste pour un travail bien fait et lui demande poliment de rejoindre officiellement la rébellion. Le protagoniste accepte sans hésiter. Le lendemain à l'école, il est assis en classe en pensant à quel point il est heureux d'avoir sauvé Inori quand le professeur annonce l'arrivée d'une nouvelle élève. C'est Inori. Le protagoniste la voit et reste complètement sans voix. Épisode 3. Le reste de la classe réagit de la même manière car la fille se révèle être une idole super célèbre. Ils commencent immédiatement à la bombarder de questions au point où toute la classe se regroupe autour d'elle, sauf le protagoniste qui est juste assis là, se demandant ce qu'elle fait là. Voyant le chaos, le meilleur ami du protagoniste, Yahiro, intervient et dit à tout le monde d'arrêter de l'embêter. Plus tard, pendant le cours de gym, un des camarades de classe du protagoniste, qui affirme fièrement être le fan numéro 1 d'Inori, commente à quel point elle a l'air incroyable dans son uniforme de sport. Le protagoniste dit qu'elle a l'air tellement parfaite qu'on dirait qu'elle n'est même pas réelle. Le fan n'apprécie pas l'honnêteté et l'insulte sur le champ. Après l'école, le protagoniste rentre chez lui en se sentant assez mal à propos de tout cela. Juste au moment où il s'apprête à entrer, Inori apparaît de nulle part et ouvre la porte comme si elle était chez elle. Naturellement, le protagoniste est stupéfait et commence à lui demander pourquoi elle est là. Elle l'ignore et entre comme si de rien n'était, et alors qu'il la suit, il trébuche sur son ami robot. Quand il finit par la rattraper, elle est déjà en train de se changer tranquillement dans le salon.
Il demande à nouveau ce qu'elle fait chez lui et elle explique calmement que la rébellion lui a dit de rester là, alors maintenant, elle vit avec lui. Pendant ce temps, quelque part de bien plus stressant, les hauts gradés de l'armée tiennent une réunion sérieuse pour déterminer que faire face à la rébellion. Et surprise, la mère du protagoniste, Haruka, est en fait l'assistante de l'un des chefs militaires. Il décide d'envoyer une nouvelle escouade de soldats améliorés génétiquement pour écraser la résistance. De retour chez lui, le protagoniste panique, ne sachant pas comment expliquer à sa mère qu'une idole célèbre est maintenant sa colocataire. Inori remarque à quel point il est inquiet et le rassure en lui disant qu'elle connaît déjà l'emploi du temps de sa mère et qu'elle a tout planifié. Soudain, la sonnette retentit. Le protagoniste l'ouvre et trouve Yahiro là. Yahiro dit qu'il a remarqué que Shu avait l'air contrarié après l'école, alors il a loué un film et a pensé qu'ils pourraient passer du temps ensemble pour lui remonter le moral. À ce moment-là, Inori entre et dit au protagoniste qu'elle a reçu un message urgent et qu'elle a besoin qu'il l'accompagne immédiatement. Shu dit à son ami qu'ils devront reporter la soirée cinéma et promet d'expliquer pourquoi une célébrité vit actuellement chez lui. Ils vont rencontrer Gui, et le protagoniste demande pourquoi il a envoyé Inori vivre avec lui. Gui dit que c'est pour la protection, parce que pendant la bataille, l'un des otages était un élève de l'école de Shu. Si cette personne l'a vu, il y a une chance qu'elle puisse le signaler à l'armée. Un gars leur donne une nouvelle mission, découvrir qui était cet élève. Shu dit que son école compte des milliers d'élèves, donc c'est quasiment impossible. Mais le gars lui dit qu'ils peuvent identifier la personne en utilisant le pouvoir de la clé, car elle permet à Shu de faire ressortir les capacités intérieures des gens. Guy ajoute qu'il a vu les pouvoirs intérieurs de chaque personne présente pendant la bataille. Donc si Shu sort le mauvais, il le saura instantanément. Le lendemain, Shu et Inori élaborent un plan pour découvrir qui c'était. Mais lorsque Shu essaie d'utiliser le pouvoir de la clé sur une fille, cela ne fonctionne pas et il finit accidentellement par toucher sa poitrine. Et bien sûr, plusieurs camarades de classe passent à ce moment précis et voient tout, le transformant immédiatement en la nouvelle cible préférée de l'école pour le harcèlement. Plus tard, Shu et Inori théorisent pourquoi la clé n'a pas fonctionné et concluent qu'elle nécessite un contact visuel direct pour activer le pouvoir intérieur de quelqu'un. C'est une mauvaise nouvelle pour Shu, qui est terriblement timide, mais après quelques mots d'encouragement de la part d'Inori, il décide d'essayer à nouveau. Le lendemain, il l'essaie avec un homme à la place. Cette fois, en maintenant le contact visuel, ça fonctionne. Il fait ressortir la force intérieure de l'homme qui se matérialise comme une moto futuriste. Cool, mais malheureusement pas la personne qu'il recherche. Alors il continue, essayant étudiant après étudiant, mais n'ont pas de chance de trouver le bon. Shu est épuisé, et Inori lui dit qu'il recherche quelqu'un dont le pouvoir se matérialise sous forme de ciseaux. Elle explique également que ce qui apparaît de chaque personne représente leur peur et insécurité, et ces objets sont appelés Voids. Shu demande alors à Inori pourquoi son Void est une épée, mais juste avant qu'elle ne réponde, la fille qui l'a touché accidentellement plus tôt apparaît, furieuse, et commence à le poursuivre. Heureusement, Yahiro intervient et les aide à se cacher dans le gymnase de l'école. En parlant à son ami, Shu commence à rassembler les pièces et réalise que Yahiro est la personne qu'il cherchait, se souvenant que Yahiro a toujours eu peur des ciseaux. Quand Shu le confronte, Yahiro perd son calme et l'attaque. Shu l'arrête en sortant son vide, qui se révèle être une paire d'armes en forme de ciseaux géants. Inori se précipite immédiatement pour éliminer Yahiro, disant que c'était sa mission depuis le début, mais Shu l'arrête, disant qu'il ne veut pas perdre son meilleur ami. Inori ne comprend pas. Les ordres sont les ordres. Mais Shu réussit à la calmer et convainc Yahiro de garder le secret. Ensemble, ils informent Guy que la situation est résolue. Plus tard, Shu et Inori rentrent chez eux en train. En chemin, Inori lui dit qu'elle veut continuer à vivre avec lui parce qu'elle veut en savoir plus sur l'amitié. Soudain, le train s'arrête au milieu de nulle part. Devant eux, plusieurs soldats armés apparaissent, les portes s'ouvrent et dans un retournement de situation choquant, Yohiro pousse Shu hors du train et le trahit. Shu est arrêté par les militaires. Ensuite, Inori essaie d'arrêter le train pour aider le protagoniste, mais un des agents de la rébellion l'en empêche, disant que Guy lui a spécifiquement ordonné de ne pas s'impliquer. Alors, on voit ensuite le protagoniste à l'arrière d'un camion de police, emmené vers une prison de base militaire. Quand il arrive, il est interrogé par un officier supérieur nommé Makoto, qui demande quelle est de sa relation avec Guy, puisqu'ils ont été vus en train de parler pendant la bataille. Le protagoniste refuse de dire quoi que ce soit, alors Makoto décide de l'emmener dans un autre bâtiment pour lui montrer quelque chose. En chemin, nous voyons que la sécurité de la base a été renforcée en raison d'une menace de Guy, qui a gentiment informé qu'il viendrait sauver leur coéquipier.
Makoto explique ensuite ce que Yahiro faisait vraiment pendant la bataille et pourquoi il a dénoncé le protagoniste. Il s'avère que Yahiro vendait de la drogue pour gagner de l'argent, et puisque qu'il y avait une récompense pour dénoncer quiconque lié à la rébellion, il a saisi l'opportunité. Ils arrivent dans une chambre pleine de patients infectés par le virus apocalyptique. Parmi eux se trouve le frère cadet de Yahiro. Le traitement pour garder le virus sous contrôle est extrêmement cher, donc Yahiro était désespéré de trouver un moyen de le payer. Makoto donne également au protagoniste plus d'informations sur le virus qui a éclaté il y a 10 ans, ce qui a conduit à un chaos généralisé et à des émeutes connues sous le nom de Lost Christmas. Selon Makoto, l'armée est intervenue, a rétabli l'ordre et a contenu le virus. Tout cela, bien sûr, est censé convaincre le protagoniste que les rebelles sont les vrais méchants, mais il n'y croit pas parce qu'il a déjà vu à quel point l'armée peut être impitoyable. Enfin, Makoto révèle que la prétendue attaque imminente de la rébellion est en réalité une mission pour sauver un de leurs membres capturés. Son nom est Kenji, et il a été arrêté pour un acte terroriste présumé. Makoto donne au protagoniste un émetteur qu'il peut utiliser pour révéler secrètement sa position lorsqu'il rencontre à nouveau Gai. Oh, et s'il refuse, ils arrêteront Inori. Pas de pression. Pendant ce temps, Inori se sent impuissante de ne pas pouvoir sauver le protagoniste et elle se demande ce qu'elle peut faire. Dans la scène suivante, le protagoniste est emmené dans une pièce où il est censé rencontrer son avocat, qui s'avère être nul autre que Gai. Avec l'aide de Tsugumi, un hacker de la rébellion, il désactive toutes les surveillances dans la pièce. Gai lui dit qu'ils lancent une opération de sauvetage cette nuit même et qu'ils ont besoin de son aide. Pendant le chaos, le protagoniste doit retrouver Kenji et utiliser son vide pour s'échapper. Au début, le protagoniste hésite, mais avant même qu'il ne puisse finir de dire non, le plan de la rébellion commence. Une coupure d'électricité frappe la base et des explosions retentissent, poussant l'armée à s'organiser et à activer le mode de verrouillage total. Les rebelles, cependant, continuent de marteler l'endroit avec vague après vague de missiles. Pendant tout cela, Gai continue d'essayer de convaincre le protagoniste de suivre le plan. Soudainement, Inori les contacte, disant qu'elle vient le sauver elle-même. Gai y est furieux parce que ce n'était définitivement pas prévu. Le protagoniste décide de s'échapper et de la retrouver. En sortant, il est attrapé par un mecha et immobilisé. Juste à temps, il est sauvé par un autre mecha piloté par Ayase, l'experte en mecha de la rébellion. Elle n'est pas ravie de le voir et le réprimande pour avoir fait désobéir Inori aux ordres de Gai. Elle menace même de le tuer elle-même si quelque chose arrive à sa fille, Gabi. Ignorant la menace de mort, le protagoniste continue d'essayer de s'échapper du bâtiment. Il finit par rencontrer Gai et la personne qu'ils sont venus secourir. Lorsqu'il voit Kenji, il se jette immédiatement sur lui et utilise le pouvoir de la clé pour extraire son vide. Il s'avère être un pistolet manipulant la gravité, il l'utilise pour abattre facilement l'un des méchas militaires. Malheureusement, plus de robots ennemis arrivent et les entourent. Juste à ce moment-là, Inori arrive et saute vers le protagoniste. En la voyant, il déchaîne la pleine puissance de l'arme, créant un essaim de bulles anti-gravité. Il les utilise pour flotter vers Inori, la saisit et tire de nouveau l'épée massive de ses entrailles. Avec elle, il détruit absolument les macas militaires restants de façon spectaculaire. Après que la poussière soit retombée, ils s'échappent ensemble de l'installation avec Kenji. Dehors, il rencontre Guy, qui invite encore une fois le protagoniste à rejoindre la rébellion. Et même s'il ne lui fait toujours pas entièrement confiance, le protagoniste accepte. Nous passons ensuite à une scène où le protagoniste se dirige vers la cachette de la rébellion. Alors qu'il marche, il se souvient de ce que Makoto lui a donné, le stylo qu'il peut utiliser pour alerter les militaires une fois qu'il est avec Guy. Le protagoniste hésite, incertain de devoir aller jusqu'au bout, toujours pas sûr que les intentions de la rébellion soient vraiment bonnes. Plus tard, ils arrivent à une immense bibliothèque où nous rencontrons un nouveau personnage nommé Shibungi, un officier de haut rang dans la rébellion. Il les informe qu'Inori et Kenji sont tous deux en bonne condition. En entendant cela, Gai décide de faire une annonce. Il dit aux membres de la rébellion que désormais le protagoniste fait partie d'eux et travaillera au cœur des opérations. Puisqu'il possède le pouvoir de la clé, il jouera un rôle central dans leur mission. Il annonce également que leur prochaine mission aura lieu dans 3 jours. Il confie à Ayase la tâche de former le protagoniste. Le protagoniste, voyant qu'elle utilise un fauteuil roulant, dit maladroitement qu'il se sent mal de déranger quelqu'un dans son état. Sans perdre une seconde, Ayase le renverse au sol comme si de rien n'était, juste pour lui rappeler qu'elle est plus que capable, en fauteuil roulant ou non. Le protagoniste s'évanouit immédiatement à cause de l'impact et rêve d'un petit garçon étrange parlant de sauter d'un pont. À son réveil, ses vêtements ont disparu ainsi que le stylo que Makoto lui a donné. Juste au moment où il réalise cela, Ayase entre dans la pièce et voit accidentellement plus de lui qu'elle ne voulait. Naturellement, elle répond par une solide gifle au visage.
Après cela, le protagoniste commence son entraînement avec Ayase. Lors d'une des séances, il remarque que c'est elle qui a le stylo. Il le demande poliment, mais elle refuse et lui dit que s'il réussit l'évaluation de la rébellion dans 7 jours, elle le lui rendra. Elle profite alors de cette occasion pour le soumettre à une série d'exercices d'entraînement incroyablement difficiles. L'une des tâches consiste à apprendre à tirer avec une arme et son instructeur n'est autre qu'Inori. Le protagoniste est stupéfait par sa maîtrise des armes à feu, ce qui ne rend la situation que plus embarrassante. Mots entre eux. Après un moment très inconfortable, Ayase appelle nonchalamment le protagoniste un pervers. Pendant ce temps, Makoto nous offre un petit monologue de méchant sur une cible à venir, une arme connue sous le nom de leucocyte qui sera le principal objectif de la prochaine mission de la rébellion. De retour à la planque, le protagoniste est présenté à 2 autres membres. D'abord, il y a Harugo, un expert en combat à main tenue, et ensuite il y a Kiyo, une fille qui semble être la fan numéro 1 de Guy. Cela surprend le protagoniste, car avoir autant de foi en quelqu'un est rare dans un monde comme le leur. Il dit même que Guy semble un peu égoïste. Harugo lui dit rapidement que ce n'est pas le cas et qu'il ne connaît pas encore assez bien Guy. Plus tard, le protagoniste se dirige vers sa chambre et entend Inori chanter une belle chanson. Il décide d'aller la voir et s'assoit pour discuter. Ne sachant pas comment commencer la conversation, il lui demande pourquoi elle a rejoint la rébellion. Au lieu de répondre, elle retourne la question et demande pourquoi il est venu lui parler. Il explique qu'il voulait la remercier de l'avoir sauvée, puis lui demande de quitter la rébellion avec lui. Elle refuse fermement, disant que c'est grâce à Guy et à la rébellion qu'elle a été sauvée en premier lieu. Le protagoniste répond en demandant pourquoi elle lui a dit qu'elle lui appartenait. Inori avoue que c'était quelque chose que Guy lui avait dit de dire. Après cela, elle s'éloigne, lui disant de ne pas s'approcher trop près. Il la suit et finit par la voir entrer dans une pièce avec Guy. Naturellement, il se sent écrasé car il tombait vraiment amoureux d'elle. Humilié, il s'enfuit et heurte accidentellement Ayase. Elle le réprimande pour ne pas avoir regardé où il allait, mais réalise rapidement à son expression ce qu'il a dû voir. Elle lui dit que c'est quelque chose qui arrive souvent, mais que tout le monde fait semblant de ne pas le remarquer. Le protagoniste dit que ce n'est pas juste qu'Inori lui ait fait croire qu'elle se souciait de lui. Ayase l'encourage à donner le meilleur de lui-même pendant l'épreuve de demain, lui disant qu'une fois qu'il l'aura réussi, il apprendra la vérité sur beaucoup de choses, car il deviendra officiellement l'un d'eux. Le lendemain, le protagoniste entreprend l'épreuve qui consiste à atteindre une cible protégée par Ayase dans son mecha. Pour réussir, il devra la vaincre. Le test commence et le protagoniste est rapidement poursuivi par le mecha, tandis que des balles de peinture pleuvent autour de lui. À un moment donné, il parvient à l'esquiver et tombe sur Harugo. Voyant l'opportunité, le protagoniste utilise le pouvoir de la clé pour extraire le voix d'Harugo, une baguette qui crée un champ de force. Il l'utilise pour immobiliser le mecha d'Ayase. Avec le chemin dégagé, il se précipite vers la cible et termine la mission. Tout le monde dans la rébellion applaudit et le félicite. Ainsi, il devient officiellement membre de la rébellion et Ayase lui rend le stylo. Puis, ils reçoivent de mauvaises nouvelles. Guy a été attaqué par l'armée, qui a utilisé l'arme leucocyte pour anéantir complètement une partie entière de la ville. Nous découvrons également que l'arme leucocyte est en réalité un satellite massif en orbite autour de tout le Japon, capable de tirer des faisceaux d'énergie d'une puissance absurde. Vous savez, votre situation classique de surenchère dans l'espace, Guy parvient à contacter l'équipe, disant qu'il est toujours en vie, mais que le reste de l'escouade n'a pas survécu. En plus de cela, toutes leurs provisions ont été détruites aussi. Avec cette nouvelle tragique écartée, Guy décide qu'il est temps de planifier une nouvelle attaque contre l'armée. Ensuite, nous voyons les rebelles installer un camp dans les ruines du site de l'attaque. De là, ils commencent à élaborer une stratégie pour attaquer la base d'opération qui contrôle le leucocyte. Le plan est d'atteindre le cœur énergétique de l'arme, qui est protégé par un champ de force. Toucher le champ déclenche un protocole de verrouillage, désactivant l'arme. C'est pourquoi ils ont besoin du pouvoir du protagoniste ainsi que du vide gravitationnel de Kenji. Guy les avertit également que cette mission est une traduction à haut risque. Beaucoup de gens pourraient ne pas revenir. En entendant cela, le protagoniste propose noblement d'y aller seul, mais le reste de l'équipe le dissuade immédiatement. Ils ont tous choisi de se battre aussi. Se sentant légèrement embarrassé et très rejeté, le protagoniste s'éloigne pour bouder en paix. Il commence à se demander s'il devrait enfin utiliser le stylo que Makoto lui a donné pour appeler l'armée. C'est alors qu'Inori apparaît et lui dit qu'elle a un plan et qu'il doit suivre son initiative. Pendant ce temps, Makoto discute avec le commandant militaire. Il révèle qu'ils sont déjà au courant que les rebelles prévoient d'attaquer ce même jour. Alors naturellement, Yan commence à se préparer pour un grand affrontement. Nous passons à Gui, qui essaie toujours de se remettre de ses blessures. Il commence à se demander si tout ce qu'il a fait en valait la peine, puis nous avons une petite révélation sombre. Kyo, qui était avec lui pendant l'attaque des leucocytes,
a fini gravement blessée, et quand il est devenu clair qu'elle ne survivrait pas, Guy a décidé de mettre fin à sa vie lui-même. Oui, c'est ce genre d'anime. À l'insu de Guy, le protagoniste est à proximité et entend tout. Furieux, il fait irruption et traite Guy de lâche égoïste qui laisse toujours les autres souffrir à sa place, y compris Inori. Guy rit juste, ce qui, comme prévu, rend le protagoniste encore plus furieux. Ils commencent à échanger des coups comme dans un shonen showdown. Après s'être un peu calmé, Guy explique qu'il n'a jamais voulu diriger d'en haut. Il voulait juste donner de l'espoir aux gens. Il n'est pas un héros, juste un gars qui essaie de rendre le monde un peu moins nul. En entendant cela, le protagoniste se calme et fait la paix avec lui. Peu après, l'équipe rebelle lance son attaque sur la base militaire. Ayase et les autres créent une grande diversion, attirant les soldats et même Yan loin du centre de contrôle principal. Cela donne à Inori, Gui, Kenji et au protagoniste suffisamment de temps pour infiltrer la base et atteindre le cœur. Juste au moment où il s'apprête à utiliser le vide gravitationnel de Kenji pour compléter le plan, Yan arrive, bien sûr, et commence à tirer comme un fou. Un de ses tirs touche le cœur, le endommageant gravement et faisant sortir le satellite de son orbite. Maintenant, il tombe vers Tokyo à grande vitesse. Pas exactement idéal. L'équipe se précipite pour s'échapper de la base. Puis Guy a une idée et demande au protagoniste le stylo que Makoto lui a donné. Il s'avère que Guy a toujours connu son véritable but. Comme par hasard, Makoto apparaît. Guy lui propose un marché, sauver la ville et en échange, effacer le casier judiciaire du protagoniste. Makoto, étant une fouine mais pas un monstre total, y réfléchit. Guy explique le véritable plan au protagoniste. Le stylo ne transmet pas de signaux, c'est en fait une balise. Lorsqu'il est activé, il indique à un deuxième satellite leucocyte de tirer sur sa position exacte. En d'autres termes, Guy prévoit d'utiliser la balise pour détruire le satellite en chute en se tenant juste en dessous, ce qui, comme vous pouvez le deviner, n'est pas l'endroit le plus sûr. Guy se porte volontaire pour faire le sacrifice ultime, le protagoniste, bien sûr, se sent complètement impuissant, il ne peut pas l'arrêter. Puis, quelqu'un qui semble être Inori apparaît et offre son voide au protagoniste pour qu'il puisse détruire le satellite à la place. En utilisant son voide, qui se manifeste comme un gigantesque canon d'énergie, parce que pourquoi pas, le protagoniste tire un faisceau massif dans le ciel et réduit en miettes le satellite en chute. Crise évitée pour l'instant. Après cela, Makoto tient sa promesse et efface le casier judiciaire du protagoniste, ce qui signifie qu'il peut enfin retourner au lycée. Malheureusement, la nouvelle se répand vite et ses camarades de classe ne lui réservent pas exactement une fête de bienvenue. La plupart le jugent assez sévèrement pour avoir été arrêté par l'armée, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'Arisa, présidente du conseil des élèves et reine à plein temps de la diplomatie, intervienne pour sauver la situation. Elle convainc toute la classe que le protagoniste a simplement été emmené pour un interrogatoire de routine, rien de louche. Soudainement, tout le monde passe de l'indifférence à le bombarder de questions. Le protagoniste remercie Arisa d'avoir clarifié la situation, manifestement reconnaissant qu'elle l'ait sauvé d'une annihilation sociale totale. Plus tard, il s'assoit avec ses amis pour rattraper tout le travail scolaire qu'il a manqué. C'est alors que son ami proche, Haru, lui dit que depuis son arrestation, Yahiro n'est pas venu à l'école. Cela soulève immédiatement un drapeau rouge et il demande à Inori si elle sait quelque chose à ce sujet. Inori lui lance un regard et demande pourquoi il s'en soucie alors que Yahiro l'a littéralement trahi. Bon point. Juste à ce moment-là, Haruka, alias maman, passe la porte et est plus qu'un peu surprise de trouver Inori tranquillement à la maison. Le protagoniste panique et commence à expliquer. Mais à sa grande surprise, Haruka ne fait pas d'histoire. Au lieu de cela, elle lui dit de sortir acheter du gâteau parce qu'ils vont avoir un vrai dîner et elle veut toute l'histoire. Pendant ce temps, Guy rencontre son équipe. Shibungi lui annonce la mauvaise nouvelle. Depuis l'attaque des leucocytes, leurs provisions sont dangereusement basses. Alors Guy décide qu'il est temps de chercher un allié. Nous revenons à Arisa, et coup de théâtre, elle fait partie de l'une des familles les plus puissantes et riches de la ville. Sa famille organise une fête chic sur un immense paquebot, espérant se lier avec une grande ONG pour établir de nouvelles connexions politiques. Ailleurs, l'armée prévoit de perturber sérieusement cette fête, car toute collaboration entre la famille d'Arisa et le groupe rebelle pourrait causer de gros problèmes. Naturellement, Guy et le protagoniste se faufilent à bord du navire, prévoyant de rencontrer le père d'Arisa et de le convaincre de soutenir leur cause. Mais une fois à la fête, le protagoniste aperçoit sa mère. Des crises internes. Il se baisse et essaie de l'éviter, mais il tombe directement sur Arisa, qui le reconnaît immédiatement. Elle essaie de lui parler, mais Guy intervient et la distrait avec son mélange habituel de charme et de répliques énigmatiques. Ça marche. Pendant ce temps, l'armée se prépare à lancer des missiles sur le paquebot. À bord, le protagoniste apprend de l'équipe rebelle que le navire est sur le point d'être réduit en confetti. Il se précipite pour avertir Guy,
qui est en pleine conversation tendue avec le père d'Arisa. Ensemble, ils élaborent rapidement un plan. Ils utiliseront le voide d'Arisa pour arrêter les missiles. Guy la trompe habilement pour qu'elle sorte, et une fois qu'elle est en position, le protagoniste utilise la clé pour extraire son voide. Son vide se révèle être un orbe flottant qui génère des boucliers énergétiques. Avec cela, le protagoniste bloque tous les missiles entrants dans un éblouissant déploiement de technologie de défense magique. Impressionné par tout le spectacle dramatique, le père d'Arisa accepte de s'allier avec la rébellion. Et voici le coup de théâtre. C'est Guy qui a secrètement informé l'armée de la fête en premier lieu. Toute cette histoire de missiles mise en scène pour un maximum de drame. Classique Guy. De plus, il s'avère que Guy pourrait avoir des sentiments pour Arisa, ce qui a certainement aidé à arranger les choses. Plus tard, nous voyons un moment mystérieux chez le protagoniste. Haruka reçoit une enveloppe contenant une photo. On y voit une jeune Inori, une jeune Haruka et une version très petite du protagoniste. Mais étrangement, il ne se souvient de rien à ce sujet et apparemment Inori non plus. Après cela, le protagoniste se prépare pour un voyage scolaire organisé par l'académie. Quand il en parle à sa mère, elle plaisante en disant qu'elle ne veut pas rester seule, puis suggère nonchalamment qu'il devrait profiter de l'occasion pour rendre visite à son père. Bien sûr, ce voyage scolaire n'est pas juste un voyage, cela fait partie d'un autre des plans de Gai. Il envoie le protagoniste avec Inori et quelques camarades de classe pour qu'ils puissent infiltrer une base militaire. Ils sont tous assignés à séjourner dans un manoir fourni par l'un des alliés de Guy. Une fois arrivés, Suta, l'un des camarades de classe du protagoniste et une partie clé de la mission grâce à son voide, commence à le taquiner à propos d'Inori. Il a découvert qu'ils vivent ensemble et suppose immédiatement qu'ils sont en couple. Tout le monde est confus et le protagoniste s'empresse d'expliquer la situation, mais Suta l'interrompt et propose qu'ils aillent tous à la plage à la place, bien sûr. À la plage, le protagoniste installe un parasol dans le sable et pense tranquillement à quel point Suta est agaçant, bruyant, curieux et toujours à dire quelque chose d'inapproprié. Mais ensuite, il aperçoit Inori en maillot de bain et se fiche complètement. Elle est éblouissante, et malheureusement, Haru remarque à quel point il la fixe, Haru qui a clairement des sentiments pour lui. Alors, elle prend une initiative audacieuse et l'invite à aller nager, essayant d'attirer son attention. Pendant ce temps, Shibungi et d'autres membres rebelles surveillent secrètement le groupe à distance, s'assurant que rien ne tourne mal. Plus tard, les filles retournent au manoir, mais remarquent que le protagoniste et Suta manquent à l'appel. Kanon leur dit que le protagoniste est parti tôt pour s'occuper de quelque chose. Nous voyons ensuite Suta errer, essayant de prendre des photos de la plage lorsqu'un chapeau passe devant lui. Il appartient à Ayase, qui passe par là avec Tsugumi. Suta est totalement captivé par le charme d'Ayase, la remercie et les filles s'en vont. Ailleurs, le protagoniste visite un cimetière. Il s'avère que son père est mort et que c'était autrefois l'endroit où il vivait. Il dépose des fleurs sur la tombe et à ce moment-là, Gai apparaît. Gai commence à parler de son père, expliquant qu'il était professeur dans une université prestigieuse et qu'il était l'un des premiers scientifiques à combattre le virus de l'apocalypse. Le protagoniste admet qu'il ne sait pas grand-chose sur son père. Il a toujours évité de demander à Haruka pour ne pas la contrarier. Tout ce qu'il sait, c'est que son père est mort il y a 10 ans à Noël. Guy lui dit qu'il est là pour expliquer la prochaine partie de la mission. Il emmène le protagoniste à une falaise avec une vue dégagée sur ce qui ressemble à une base militaire cachée. Leur objectif est de s'infiltrer et de voler une pierre mystérieuse liée au virus de l'apocalypse. La mission nécessite à la fois le pouvoir du protagoniste et le vide de Suta. Le protagoniste n'est pas sûr de pouvoir convaincre Suta d'aider, alors Gai lui dit d'utiliser Inori comme appât. Suta est un grand fan de son groupe. Le protagoniste n'aime clairement pas ce plan, mais Gai insiste sur le fait que c'est nécessaire. Coupé aux filles prenant un bain ensemble. Haru pense à quel point c'est agréable de passer du temps avec le protagoniste. Quand Inori entre, les filles sont surprises par la perfection de sa peau. Kanon devient un peu trop tactile et Haru brûle silencieusement de jalousie, se demandant ce que le protagoniste ressent vraiment pour Inori. De retour dans le salon, Suta parle avec le protagoniste, demandant s'il est vraiment en couple avec Inori. Le protagoniste dit non et Suta dit immédiatement qu'il va essayer de lui demander de sortir avec lui. Voyant une opportunité, le protagoniste décide d'en profiter et demande à Inori d'aller se promener avec Suta pour l'attirer près du site de la mission. Inori accepte. Plus tard dans la nuit, nous voyons les deux marcher sous les étoiles. À un moment donné, il s'assoit pour se reposer et Suta lui montre une vidéo qu'il a faite juste pour elle. Le protagoniste observe derrière un arbre et lorsque Suta commence à lui avouer ses sentiments, il devient irrationnellement jaloux. Dans un moment de pure maladresse, il surgit, lâche quelque chose et tire le void de Suta. En essayant à moitié de se confesser à Inori, il déclenche accidentellement toute l'opération.
C'est alors que le reste de l'escouade rebelle sort de sa cachette. Ils commencent à rire et à gronder le protagoniste pour avoir perdu son sang-froid et activé le Void trop tôt. Mais puisque le secret est déjà révélé, ils décident de lancer la mission plus tôt. En utilisant le Void de Suta, une caméra spéciale qui peut révéler des entrées secrètes, ils parviennent à entrer dans la base. Pendant ce temps, un homme mystérieux entre également dans l'installation. Il tue un garde et utilise une carte d'accès pour s'infiltrer, ce qui déclenche les alarmes et active les systèmes de sécurité de la base. À l'intérieur, l'équipe progresse à travers les pièges et obstacles en utilisant le Void. En même temps, l'homme mystérieux avance aussi, pénétrant plus profondément dans la base. Finalement, les rebelles atteignent la pièce où la pierre est censée se trouver, mais lorsqu'ils l'ouvrent, la pierre a disparu. Gay est furieux et ordonne à tout le monde de battre en retraite. Nous découvrons ensuite que l'homme qui est arrivé le premier était Kado, un officier militaire de haut rang. Après avoir pris la pierre, il visite la tombe du père du protagoniste pour lui rendre hommage. Plus tard, Suta se réveille à côté du protagoniste et le confronte, disant qu'il aurait dû simplement lui dire qu'il aimait Inori. Ils se disputent un peu, mais se réconcilient et conviennent de rester amis. Et avec cela, l'équipe termine la mission et rentre chez elle sur le navire. Après cela, nous voyons Yairo qui est en fuite avec son jeune frère. Ils se cachent dans ce qui ressemble à une vieille église, mais leur tranquillité ne dure pas longtemps. Makoto et une escouade de soldats arrivent, forçant Yairo à attraper son frère et à s'enfuir. Plus tard, nous passons à Kanon et Haru à l'école, se demandant où est Yairo. Sa disparition a été si soudaine et ils n'ont rien entendu depuis. En jouant à un jeu vidéo, le protagoniste entre et laisse tomber accidentellement une théière, surprenant Haru. Elle pense beaucoup à lui ces derniers temps, et maintenant elle est toute troublée. Kanon le remarque immédiatement et décide de jouer les entremetteuses. Elle demande au protagoniste d'aller faire des courses avec Haru pour quelques fournitures, évidemment juste un prétexte pour les laisser seuls ensemble. Alors, ils montent dans le métro en direction de la zone commerciale. En chemin, Haru commence à réfléchir à la façon dont elle pourrait avouer ses sentiments, mais soudain le train s'arrête brusquement et elle tombe en avant directement sur la poitrine du protagoniste. Complètement embarrassée, elle commence à rassembler le courage de lui dire ce qu'elle ressent. Et puis, Yairo fait irruption dans le train. Il porte un sweat à capuche, essayant clairement de ne pas être reconnu, et il trébuche en entrant, renversant des médicaments sur le sol. Le protagoniste et Haru sont tous deux stupéfaits. Au moment où le protagoniste le reconnaît, il décide de l'affronter. Yairo, toujours aussi malin, fait une blague sur la proximité entre Haru et le protagoniste, ce qui ne fait qu'accentuer le malaise. Le protagoniste l'ignore et demande à Haru d'aller faire les courses seul. Il a quelque chose à régler. Yairo le conduit à sa nouvelle planque où son frère se repose. Il raconte au protagoniste comment ils ont échappé après l'attaque sur la base militaire, mais ce qu'aucun d'eux ne sait, c'est que Makoto les a espionnés tout le temps et prévoit de passer à l'action. De retour dans la planque, Yairo demande au protagoniste s'il pourrait lui prêter un peu d'argent, juste assez pour continuer à nourrir son frère et rester caché. Mais au lieu de donner de l'argent, le protagoniste appelle Ayase et lui demande d'envoyer une équipe pour les récupérer. Yairo est surpris qu'il aide après tout ce qui s'est passé, mais le protagoniste dit qu'il ne le fait pas pour Yairo, il le fait pour Jun, son petit frère. Ils se préparent à partir, mais juste au moment où ils s'apprêtent à partir, les forces de Makoto les tentent une embuscade. Les deux essaient de s'échapper, mais la situation semble désespérée. N'ayant pas d'autre choix, le protagoniste décide d'utiliser le Void de Yairo, mais lorsqu'il essaie de le sortir, Yairo le repousse et l'accuse d'être celui qui les a dénoncés en premier lieu. C'est alors que le protagoniste craque. Il crie qu'il ne ferait jamais ça, que le vrai traître ici, c'est Yahiro. Il lui rappelle qu'il a promis de sortir Jun de là en sécurité et qu'il a toujours l'intention de tenir cette promesse. Finalement, Yahiro cède et permet au protagoniste d'utiliser son Void. Mais dès qu'il est extrait, Jun, regardant depuis le lit, pense que son frère est attaqué et tombe du lit. À ce moment-là, Yan arrive dans son mecha et commence à lancer des crochets qui suivent l'énergie du Void. Le protagoniste parvient à en détruire un, mais Yan en tire beaucoup d'autres. L'un d'eux touche Jun directement. Tout le monde se fige. Makoto remarque alors quelque chose d'étrange. La maladie de Jun émet la même énergie que les Void. Soudain, le virus à l'intérieur de Jun commence à se propager directement dans le mecha de Yan, corrompant la machine et affectant même Yan lui-même. Le mecha devient fou, se retourne contre les autres robots et les élimine. Puis, il commence à se diriger vers le protagoniste et le corps de Jun. Le protagoniste se prépare à combattre, mais le robot n'attaque pas. Au lieu de cela, il tend la main et soulève doucement le corps de Yairo.
Le protagoniste saute pour défendre son ami, mais juste avant que quelque chose ne se passe, un portail étrange apparaît, du même genre qui s'ouvre chaque fois qu'il sort un void. Il est aspiré dedans. À l'intérieur, il se retrouve dans ce qui ressemble au souvenir de Jun. Le garçon est là aussi. Il montre au protagoniste un moment de son enfance, à l'époque où les choses étaient encore normales entre lui et Yahiro. Puis Jun le supplie de mettre fin à tout cela. La douleur est insupportable et il ne veut plus être un fardeau pour son frère. Le protagoniste, accablé, accepte. Le virus a déjà pris le dessus. De retour dans le monde réel, le mecha se tord de douleur et finit par s'éteindre. Plus tard, le protagoniste sort du bâtiment visiblement ébranlé. Yahiro se réveille et demande ce qui est arrivé à Jun. Le protagoniste le regarde dans les yeux et dit simplement « Il est mort ». Je l'ai tué. Nous passons au protagoniste qui est actuellement en mission avec la rébellion. Guy donne l'ordre, il est temps d'attaquer. Le protagoniste doit utiliser le Void d'Inori, mais alors que, lorsqu'il tend la main pour l'invoquer, son esprit revient à ce qui s'est passé avec Chihiro et Jun. Le traumatisme est encore frais, il se fige. Peu importe ses efforts, il n'arrive pas à s'y résoudre. Au lieu de cela, il panique et s'enfuit, abandonnant la mission et forçant la rébellion à battre en retraite. Puis, nous passons à un rêve. Il y a une fille aux cheveux roses qui ressemble à Inori, debout au milieu d'un feu. Elle demande au protagoniste de lui promettre quelque chose, de rendre sa sœur heureuse. Mais aussi vite, il se réveille. Ce n'était qu'un rêve. Il se cache à nouveau dans son endroit habituel et isolé. Lorsqu'il vérifie son téléphone, il voit un tas d'appels manqués et de messages de la rébellion. Juste à temps, Haru arrive avec le petit déjeuner. Elle essaie de lui parler, lui demande pourquoi il se cache et pourquoi il ne rentre pas chez lui. Il évite les questions. Son téléphone sonne, c'est Inori, mais il ne répond pas. Inori, visiblement inquiète, fait son rapport à Gei, mais Guy est occupé. Il est en réunion avec la famille d'Arisa, essayant de recueillir des informations sur la pierre qu'ils n'ont pas réussi à récupérer. Monsieur Okina l'informe que la pierre sera bientôt transportée par avion militaire. Pendant ce temps, nous découvrons que Kato est celui qui a remis la pierre à l'armée, et après cela, il a été arrêté. Le lendemain, le protagoniste essaie de retourner à l'école, mais voir ses camarades de classe ravive trop de souvenirs. Le traumatisme refait surface et le submerge, alors il s'enfuit à nouveau et retourne à sa cachette. Ayase arrive et commence à le gronder, essayant de le faire réagir. Elle le pousse à se remettre sur les rails, mais Guy arrive et il n'est pas là pour plaisanter. Il dit à Ayase qu'il est inutile de raisonner avec lui. Puis, il sort carrément une arme sur le protagoniste, menaçant de le tuer s'il ne rejoint pas la mission pour récupérer la pierre. Mais le protagoniste ne bouge pas. Il insiste sur le fait qu'il n'a jamais voulu ce pouvoir, alors Guy vise et appuie sur la gâchette, mais il ne tire pas vraiment, juste une tactique d'intimidation. Quand même cela ne fonctionne pas, Guy et Ayase abandonnent. Guy lui dit qu'il est officiellement hors de la rébellion. Le protagoniste rentre chez lui où Inori l'attend. Il essaie de s'excuser de l'avoir ignoré, mais Inori lui offre tranquillement une chanson qu'elle a écrite pour l'aider à se sentir mieux. Lorsqu'elle s'approche pour la lui donner, il a un autre flashback. Sans réfléchir, il repousse sa main, détruisant la chanson et la traitant de monstre. Inori commence à pleurer. Elle dit au revoir et quitte la maison. Ce n'est qu'après son départ que le protagoniste remarque les onigiri qu'elle a fait pour lui, maladroitement façonnés, manifestement fait avec soin. C'est alors qu'il s'effondre et commence à pleurer. Pendant ce temps, l'armée se prépare à déplacer la pierre. Yann est celui chargé de s'en occuper et avant la remise, il tombe sur son père, le général, juste au moment où l'ascenseur s'ouvre et le surprend en train d'embrasser sa secrétaire. Moment classique de Gen. De retour avec la rébellion, ils commencent à planifier leur prochain mouvement pour intercepter la pierre en plein transport. Guy reçoit un traitement médical et Inori, assise à proximité dans une autre chambre, lui demande s'il pense qu'elle est vraiment un monstre. Guy lui dit de ne pas s'attarder sur ce que le protagoniste a dit, puis il lui demande, presque en plaisantant, si elle est peut-être tombée amoureuse de lui. Inori commence à se demander si c'est le cas, coupé à Kato, qui se fait maintenant réprimander par la mère du protagoniste pour avoir volé la pierre. En représailles, ou peut-être comme un avertissement, il lui dit tout. Le protagoniste a le pouvoir de la clé, il est lié à la rébellion, et elle devrait sérieusement se demander si Inori est digne de confiance. De retour sur le site de la mission, les rebelles sont déjà en place, prêts à attaquer l'avion de transport militaire. Pendant ce temps, le général transporte la pierre dans une salle de conférence. Les rebelles se faufilent vers l'avion sans être détectés. Mais surprise, Makoto savait déjà que cette attaque allait avoir lieu. Il fait injecter un vaccin aux troupes militaires, et juste au moment où les rebelles font irruption dans la soute à l'aide d'un explosif, il la trouve vide. Pas de pilote, pas de cargaison. Un message apparaît, vous êtes tombé dans le piège. Makoto active un dispositif à distance. Il s'avère que la véritable pierre est dans la salle de conférence, et elle commence à émettre une étrange énergie violette. Retour sur le protagoniste. Il est maintenant avec Haru. Il s'approche vraiment et demande s'il peut rester à
à ses côtés, puis il le dit, il sait qu'elle l'aime, elle le gifle. Haru le critique sévèrement. Elle sait qu'il ne l'utilise que comme un substitut pour Inori, et pire encore, elle a vu tout ce qui s'est passé avec Yairo et Jun. Elle a essayé d'être là pour lui de toute façon, mais tout ce qu'il a fait, c'est la repousser. Alors qu'elle pleure et il essaie de s'excuser, mais ensuite, tout change. Le ciel commence à s'assombrir. La pierre, il s'avère, n'était pas juste une pierre, c'est une clé, une qui active une tour à proximité. Cette tour commence à émettre des ondes qui déclenchent une infection chez tous ceux à proximité. Les gens commencent à s'effondrer, le virus se propage rapidement. Même Guy, qui est toujours à bord de l'avion à proximité, est infecté alors qu'il tombe dans le rayon de la tour. Nous apprenons que tout ce plan a été orchestré par Kato et qu'il a donné l'ordre à Makoto. La rébellion est plongée dans le chaos, essayant de fuir tout en étant traquée par l'armée. Cependant, Guy est gravement affecté par le virus et Inori essaie de l'aider. Ensuite, nous voyons le commandant militaire qui était sur le site où la clé a été activée. Tout le monde là-bas commence à se transformer à cause du virus. Soudain, Yann arrive dans son mecha pour sauver son père, mais en le voyant avec son amante, il le tue. En conséquence, Kendo devient le nouveau général en commandement. Pendant ce temps, lorsqu'un soldat attaque Makoto, la mère du protagoniste en profite pour s'échapper. En même temps, Tsugumi contacte le protagoniste et lui dit que tout le plan a échoué et que Guy et Inori sont toujours à l'aéroport. Le protagoniste décide alors de demander de l'aide à ses amis afin de les sauver, prévoyant d'utiliser leur voide pour la mission. Cependant, Yairo proteste, affirmant que le protagoniste les traite seulement comme des outils. Le reste des amis demandent ce qu'il entend par outil, et c'est alors que le protagoniste explique le pouvoir de la clé. Il demande de l'aide à Har, et avec cela, il extrait son voide, un ensemble de bandages qui peuvent guérir n'importe quelle blessure. Il dit au groupe qu'il a déjà utilisé leur voide et s'en excuse. Après avoir expliqué pourquoi il a besoin de leur aide, tout le monde accepte de l'accompagner. Dans la scène suivante, Kato utilise la clé pour ouvrir une porte et y entre avec Makoto. Pendant ce temps, Guy et Inori, après avoir trouvé Haruka, se dirigent vers une tour qui peut diffuser une chanson capable d'arrêter le virus. Au même moment, le reste des rebelles tente de retenir l'armée. Inori commence à chanter et le virus commence à disparaître des gens. Pendant ce temps, le protagoniste et ses amis arrivent à l'aéroport et sont attaqués. Le protagoniste utilise le Void d'Arisa pour créer un bouclier qui protège leur véhicule. Après avoir franchi la première barricade, l'armée détruit une partie du pont, mais avec le Void de Har, ils parviennent à le réparer et continuent d'avancer. Après avoir vaincu un groupe de mecs, ils arrivent enfin là où se trouve Inori, mais soudain Yann attaque depuis un mec, renversant leur voiture et les piégeant. À ce moment-là, Yairo donne au protagoniste son voide qu'il utilise pour vaincre Yann et atteindre Inori. Juste au moment où il semble qu'ils sont en sécurité, un portail s'ouvre derrière Inori. De là émerge un garçon blond nommé Yu qui, il s'avère, possède également le pouvoir de la clé. Il extrait le voide d'Inori et attaque le protagoniste. Mais Guy intervient, se plaçant sur le chemin et prenant le coup à sa place. À ce moment-là, alors que Yu emmène Inori, le virus de l'apocalypse se réactive et cette fois, il est plus fort que jamais. Guy, à peine conscient, ordonne au protagoniste de suivre Yu parce que Yu prévoit de sacrifier Inori pour ramener à la vie quelqu'un nommé Mana. Juste avant que le portail ne se ferme, le protagoniste saute après lui. Alors qu'ils voyagent à travers l'espace étrange entre les mondes, Yu le piège dans une transe, le forçant à revivre des souvenirs qu'il ne savait même pas avoir. Il se voit enfant debout sur la plage avec une fille, Mana, sa sœur. Alors qu'il regarde le coucher de soleil, le corps d'un garçon s'échoue sur le rivage. Mana se précipite pour le sauver, lui faisant du bouche à bouche, et le garçon s'avère être Guy. Cet été-là, tous les trois sont devenus inséparables. Mais pour une raison quelconque, tout cela a été effacé de la mémoire du protag. Quand il revient à lui, il se trouve dans une salle ornée en za d'un grand escalier. C'est alors que Kato apparaît. Il commence à tout expliquer. Inori n'est pas juste une fille, elle est un corps qu'ils ont créé, un vaisseau construit pour abriter l'âme de Mana. C'est ici que tout change. Mana a été le premier humain à entrer en contact avec la pierre apocalyptique et le premier à être infecté par le virus. Mais elle n'était pas simplement malchanceuse. Elle a été choisie par une race extraterrestre arrivée sur Terre il y a 10 ans, déterminée à anéantir l'humanité avec le virus et à commencer un nouveau monde. Mana avait un rôle à jouer, elle était destinée à être l'Ève de ce nouveau monde. Mais pour cela, elle avait besoin d'un Adam, alors elle a choisi son frère, le protagoniste, parce qu'elle était profondément amoureuse de lui. Mais quand il l'a rejeté, tout s'est effondré. C'est ce qui a déclenché la première épidémie du virus, et dans le chaos, le corps physique de Mana a été détruit. Maintenant, Yu, un agent de cette race extraterrestre,
prévoit d'utiliser Inori pour héberger l'âme de Mana, l'épouser et terminer ce qui a été commencé, la création d'une nouvelle espèce et la destruction de l'humanité. Le protagoniste essaie de se battre, mais il n'est pas à la hauteur. Yu et Kato le maîtrisent facilement. Mais à ce moment-là, Ayase et Guy arrivent. Il s'avère qu'ils sont montés à bord du navire avec l'aide de Makoto, et Guy, bien que toujours blessé, est vivant. Il se lance dans le combat, mais Ayase est rapidement vaincu. Ne voyant aucune issue, Guy pousse le protagoniste à se souvenir de la vérité, le jour où le virus a commencé, le jour où il a rejeté Mana. La douleur, la honte, tout ce qu'il s'est forcé à oublier. Et lorsque ses souvenirs reviennent en force, quelque chose en lui change. La pleine puissance du roi s'éveille. Maintenant, quand il extrait le Void de quelqu'un, il ne s'évanouit pas. Il l'utilise sur Guy, qui reste conscient, et lui remet l'arme. Ensemble, ils se précipitent pour arrêter Yu et sauver Inori. Alors qu'ils se battent à travers la chambre couverte de cristaux, ils s'approchent suffisamment pour que Guy déclenche l'épée d'Inori. Le protagoniste la saisit et l'utilise pour libérer son corps du vaisseau contenant l'âme de Mana. Avec Inori en sécurité, Guy avance, se dirigeant directement vers le noyau où l'âme de Mana est retenue. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, des éclats de cristal transpercent son corps, le laissant mortellement blessé. Le protagoniste se précipite à ses côtés, mais Guy l'arrête. Au lieu de cela, il demande une dernière faveur. « Utilise l'épée », dit-il. « Termine cela ». Le protagoniste hésite, mais Guy lui donne un dernier coup de pouce avec ses mots. Et avec cela, le protagoniste enfonce l'épée à travers Guy, détruisant à la fois lui et l'âme de Mana. Toute la structure commence à s'effondrer. Le protagoniste attrape Inori et ils s'échappent ensemble. Mais alors qu'il fuit, il éclate en sanglots, pleurant la perte de son ami. Guy est parti. Après cela, toute la zone affectée par le virus a été mise en quarantaine par l'armée et il est interdit aux gens de quitter la zone. C'est pourquoi les étudiants de l'académie ont décidé d'y rester puisque la plupart d'entre eux vivaient en périphérie de la ville. Après cela, nous voyons Ayane qui essayait de ramasser une chaussure par terre. Mais en essayant, elle finit par tomber de sa chaise. À ce moment-là, deux gars arrivent et proposent de l'aider et Ayase refuse car elle n'aime pas recevoir de l'aide des gens. Les gars continuent d'insister et commencent à harceler la fille. Juste à ce moment-là, le protagoniste et Inori passent par là, et en voyant cela, le protagoniste intervient pour défendre la fille. Les intimidateurs commencent à intimider le protagoniste, mais ensuite, Tsugumi apparaît et donne un coup de pied volant à l'un des gars, ce qui fait tomber le gars et entraîne le protagoniste avec lui. Voyant que plus de gens regardent, les intimidateurs décident de simplement quitter les lieux. Encore une fois, le protagoniste et les filles essaient d'aider Ayase, mais elle refuse et leur demande de partir. En chemin, Tsugumi dit au protagoniste qu'Ayase a été très affecté depuis la mort de Guy. Et il nous dit qu'après la bataille, apparemment la rébellion s'est divisée, et Inori, Ayase et Tsugumi se sont mêlés aux étudiants pour rester dans l'abri. Et en raison du manque de professeurs à l'académie, le président et le protagoniste ont formé un groupe dont ils sont responsables du refuge. Et les étudiants sont un peu découragés car il y a eu une augmentation des actes de violence et de vandalisme. C'est pourquoi Asuta propose d'organiser un festival scolaire pour remonter le moral de tout le monde. Après discussion, tout le monde arrive à la conclusion que c'est une bonne idée. Ensuite, nous voyons le protagoniste parler à Yahiro qui lui montre son Void en le lui donnant et lui dit qu'après la bataille, il est capable de les extraire sans que la personne s'évanouisse. Le protagoniste lui dit aussi qu'il espère ne plus avoir à utiliser le pouvoir de la clé et Yahiro répond qu'il doit rester vigilant car les militaires rôdent toujours. Ensuite, les deux se rendent là où les préparatifs du festival ont lieu et ils tombent sur Tsugumi qui travaillera au café à thème que sa classe organise. Et après leur avoir montré Kanon qui a de petites oreilles de chien, le protagoniste va voir Inori, car elle et Suta préparent un concert qu'Inori donnera comme événement principal. Après cela, nous voyons comment Yun s'infiltre parmi les étudiants en uniforme et il tombe sur Tsugumi qui porte des boîtes pleines de costumes. La fille le heurte accidentellement, ce qui pousse Yun à commencer à agir de manière arrogante avec elle. Mais Tsugumi le force à porter les boîtes et le récompense ensuite en lui donnant une pomme au caramel. Plus tard, Yun informe Makoto que la plupart des membres de la rébellion sont à l'école et Makoto lui confie la tâche de les surveiller. Puis, le jour du festival étudiant arrive enfin et Tsugumi essaie de s'assurer qu'Ayase passe un bon moment. Ensuite, on nous montre un groupe de brutes qui ont commencé à voler depuis le début de la quarantaine. Ces gars sont furieux à cause du festival organisé par les étudiants de l'académie et juste à ce moment-là, deux autres brutes arrivent avec un camion blindé et un mecha. Ceux-ci ont été fournis par Makoto dans l'intention que les brutes attaquent à l'école.
De retour à Ayase et Tsugumi, les filles commencent à se disputer parce que Tsugumi l'a déconnectée du mecha alors qu'elle a aidé Guy. Ayase la blâme, disant que peut-être si elle ne l'avait pas fait, Guy aurait survécu. Après cette dispute, Tsugumi s'éloigne, laissant Ayase seule. Et c'est à ce moment-là que le protagoniste arrive, qui commence à l'encourager un peu. Mais à ce moment-là, les brutes commencent à attaquer le festival, tirant et détruisant tout sur leur passage. Le protagoniste essaie immédiatement de mettre Ayase en sécurité, mais la fille l'arrête et tombe de sa chaise. Alors le protagoniste court l'aider et elle lui dit qu'elle veut se battre et que même si elle est handicapée, elle veut être utile. C'est alors que le pouvoir du protagoniste s'active et il extrait le voide d'Ayase qui est une paire de jambes robotiques, ce qui lui permet de voler et d'avoir une grande force. Avec cela, elle parvient à sauver Heir d'être renversée par la voiture blindée. Ensuite, elle la redirige et la fait s'écraser. Les intimidateurs sont capturés avec l'aide du robot que Tsugumi contrôle. Puis le protagoniste extrait le voide d'Inori et avec l'aide d'Ayase, ils détruisent également le mecha ennemi et parviennent ainsi à neutraliser tous les intimidateurs. Et après que tout se soit calmé, les élèves continuent avec le festival, menant au concert d'Inori. C'est alors qu'Ayase remercie le protagoniste de lui avoir permis de se battre avec le voide et dit que grâce à cela, elle se sent beaucoup mieux. Mais pendant qu'il parle, les communications sont rétablies et une annonce officielle du gouvernement commence à être diffusée sur les écrans. Et il s'avère que celui qui fait l'annonce est le général Kato, qui a survécu à l'attaque sur la tour. Il informe tous les étudiants qu'une nouvelle mesure de confinement a été approuvée par le gouvernement, et avec elle, ils élèvent de hauts murs qui ferment complètement le centre de Tokyo, l'endroit où se trouvent les étudiants et où le virus a commencé à se propager. Après cela, tous les étudiants sont convoqués à une réunion où ils décideront comment gérer la situation. Mais la peur des étudiants provoque une panique et ils commencent tous à se retourner contre Arisa. Elle essaie de les calmer en disant que son père les aidera à sortir de là, mais les étudiants ne lui font plus confiance. À cause de cela, il propose d'élire un nouveau président pour le gouvernement. Peu de temps après, les représentants du gouvernement étudiant commencent à distribuer des vaccins contre le virus à tous les étudiants. Yahiro commente que la présidente est toujours attaquée par de nombreux étudiants sur les réseaux sociaux. Tsugumi ajoute qu'elle pense aussi que la présidente ne fait pas un bon travail en tant que leader. En entendant cela, Suda prend la défense de la présidente et lui et Tsugumi finissent par se disputer. Pendant ce temps, les harceleurs qui avaient tourmenté Ayase préparent leur revanche. L'un d'eux révèle qu'il a obtenu une arme à feu et qu'il l'utilisera si nécessaire. De retour avec Tsugumi, elle rencontre Inori et lui demande si elle se sent seule de ne pas avoir de parents. Inori répond qu'elle ne s'est jamais sentie ainsi, sauf une fois où elle a été séparée du protagoniste. À son tour, Inori pose la même question à la fille et nous apprenons que Tsugumi a toujours grandi seule et y est habituée. Mais elle admet que les autres membres de la rébellion lui manquent toujours. Puis la fille appelle le protagoniste qui écoutait derrière un arbre. À ce moment-là, Tsugumi donne au protagoniste un appareil qu'elle a trouvé après la bagarre avec les voyous. L'appareil peut mesurer les niveaux de void des gens et le groupe commence à jouer avec. En vérifiant leur pouvoir, le protagoniste l'utilise pour mesurer le void de Tsugumi. Il mentionne qu'il n'a jamais utilisé son void auparavant et les filles l'attaquinent jusqu'à ce que le protagoniste tire son void. Pendant ce temps, dans une autre scène, Kato rencontre Makoto. Il décide de mettre en œuvre un nouveau plan pour éliminer les membres de la rébellion. Pour ce faire, il active une nouvelle mesure de contingence qui réduira la zone de quarantaine chaque jour. Toute personne trouvée près du périmètre sera tuée par de nouveaux mecs conçus par l'armée. Avec cela, des centaines de personnes près du mur sont tuées et les mecs commencent lentement à avancer vers le centre. Cette nouvelle parvient rapidement aux étudiants et en plus, Makoto envoie un message. Il déclare que ceux qui dénoncent des membres de la rébellion seront autorisés à quitter la zone de quarantaine. Le protagoniste devient profondément inquiet en entendant cela, mais Air le rassure, lui disant que si quelque chose se passe, elle n'hésitera pas à l'aider avec son vide. Elle l'encourage également à se présenter à la présidence de l'académie, ce qui amène le protagoniste à envisager si cela pourrait être une bonne idée. Peu de temps après, Tsugumi arrive, maintenant rétabli des conséquences de l'utilisation de son Void. Pendant qu'il parle, le groupe remarque des voyous harcelant une fille. Il s'avère que les membres de la rébellion ont une marque sur le bras et les voyous ont commencé à vérifier tous les étudiants pour cette marque. Réalisant cela, le protagoniste devient alarmé, sachant qu'Inori et Ayase sont en danger. Il part la chercher, mais Inori a déjà vaincu les garçons essayant de l'attraper. Peu après, Ayase est capturée par le groupe de voyous qui l'avait harcelée la veille. Tsugumi arrive pour la sauver, mais finit par être retenu par les étudiants également. En raison de la situation, le président convoque tous les étudiants à une réunion dans le hall principal de l'académie. Arisa essaie de calmer les étudiants, disant que la rumeur sur les rebelles est fausse, mais les voyous s'avancent et affirment que c'est vrai, disant qu'ils ont capturé certains des rebelles.
Ils présentent Ayase et Tsugumi comme leurs otages et essaient de les exposer en montrant les marques sur leurs bras. Les filles résistent autant qu'elles peuvent et les voyous finissent par pointer une arme sur Tsugumi. Voyant cela, le protagoniste décide de protéger ses amis, intervient et arrête les voyous. Les étudiants lui obéissent, ayant été témoins de l'incroyable pouvoir qu'il possède. Puis il avoue ouvertement qu'il est membre de la rébellion, avertissant que si quelqu'un touche à ses amis, il devra s'occuper de lui. Avec cela, il a une idée pour résoudre le conflit. Ensuite, il semble que le protagoniste, Ayase et Tsugumi, soient emmenés au bord du mur par l'un des voyous et remis aux militaires. Le voyou exige alors d'être libéré, mais à la place, les soldats ouvrent le feu sur le protagoniste et les filles, puis tirent aussi sur le voyou. Peu après, il est révélé que tout cela était une diffusion holographique par le petit robot de Tsugumi. C'était le plan du protagoniste, utilisant la capacité Void de Tsugumi, qui peut créer des clones holographiques de n'importe quelle personne. Il a utilisé ces clones pour montrer aux étudiants que l'armée ne tiendrait jamais sa promesse de les libérer s'ils abandonnaient les rebelles. Même après cela, un des voyous essaie d'attaquer le protagoniste avec une arme, mais le protagoniste utilise le Void d'un garçon à proximité pour le neutraliser. Vil, voyant cela, le protagoniste dit à ses compagnons qu'ils doivent avoir foi les uns dans les autres, et qu'il les protégera avec son pouvoir. Yahiro propose alors que le protagoniste se présente à la présidence de l'académie, et tous les étudiants acceptent l'idée avec enthousiasme. Avec cela, il devient le nouveau président des étudiants, et peu après, Yahiro propose une idée pour mieux contrôler les étudiants, en les classant selon le niveau de vide de leur pouvoir, en utilisant l'appareil que Tsugumi avait trouvé. Mais cela va à l'encontre de la façon de penser du protagoniste, car il essaie de s'assurer que tout le monde se sente inclus. Bien qu'ils aient précédemment mené des examens pour évaluer le void de chaque élève, l'idée de les classer va à l'encontre de ses valeurs. Il trouve cela trop tyrannique. Le protagoniste veut garder les élèves unis. Alors que le mur se rapproche de l'école, il a réussi à maintenir l'ordre et le calme parmi les élèves. Cependant, les provisions et les vaccins se font de plus en plus rares, et Yahiro souligne que c'est une raison forte pour mettre en œuvre le plan de classification afin que les plus forts et les plus travailleurs puissent rester prêts à combattre l'armée. Le protagoniste décide de demander à ses amis ce qu'il doit faire, et Inori l'encourage à faire ce qu'il pense être le mieux. Après cela, Ayase, Har et Tsugumi prennent une douche dans la salle de bain de l'école. Hare mentionne aux autres combien il est injuste que le protagoniste doive prendre une décision aussi importante tout seul. Ayase lui rappelle que cela fait partie de son rôle en tant que président, et Tsugumi taquine Har, lui disant qu'elle devrait se dépêcher de confesser son amour au protagoniste. Plus tard, Suta va voir le protagoniste pour exprimer son mécontentement face au système de classification qu'ils veulent mettre en place. Le protagoniste lui dit qu'il n'aime pas non plus cette idée, et Suta l'encourage à ne pas accepter ce classement des étudiants. Après une scène amusante où les garçons crient leurs pensées, le protagoniste va voir le reste du conseil pour partager sa décision, mais il les trouve en train de compter les vaccins contre le virus et il conclut qu'il n'y en a pas assez pour tous les étudiants. Puis Yahiro encourage à nouveau le protagoniste à classer les étudiants, mais le protagoniste se rend compte que Suta est tout en bas du classement. Et après avoir été acculé par ses compagnons, il finit par accepter la méthode de classification. Alors qu'il marche dans les couloirs, il rencontre Suta et un groupe d'étudiants les plus bas dans le classement. Ils demandent au protagoniste de les laisser utiliser leur Void pour s'entraîner, afin qu'ils puissent être utiles à l'académie. Pendant ce temps, Yoon est montré en train de parler avec Makoto au téléphone. Makoto mentionne que les étudiants sont sur le point de manquer de fournitures et seront bientôt acculés, donc ils doivent être prêts. Yoon répond que les enfants ne sont que des étudiants et que l'armée n'a pas besoin de trop les craindre. Mais Makoto le réprimande de ne pas avoir tiré sur les supposés rebelles qui sont arrivés au mur la veille et le menace, avertissant que s'il n'obéit pas, une rumeur à ce sujet pourrait rapidement se répandre. Après avoir raccroché, nous voyons Makoto jouer une partie d'échecs avec Shibuki. Dans un changement de scène, nous revenons au protagoniste caché dans l'endroit où il va habituellement. R arrive à sa recherche et le protagoniste lui dit à quel point il se sent triste de ne pas pouvoir remplir son rôle de président et de ne pas avoir répondu aux attentes de tout le monde. Voyant cela, R l'embrasse pour le réconforter et lui dit qu'il doit suivre ce que son cœur lui dicte. R essaie de confesser son amour au protagoniste, mais elle est interrompue par un appel de Canon qui informe le protagoniste que Suta et un groupe d'étudiants ont quitté l'académie avec leur Void et se dirigent vers un hôpital voisin. La scène change, montrant que l'intention des étudiants était d'essayer d'obtenir des vaccins de l'hôpital. Le protagoniste arrive pour les arrêter, mais les étudiants se plaignent et lui disent de les laisser prouver qu'ils peuvent être vraiment utiles à l'académie. Soudain, des hélicoptères militaires arrivent
et commencent à les attaquer. Le protagoniste ordonne aux étudiants de se cacher dans les bâtiments voisins, mais peu après, des mecs ennemis les entourent. Alors le protagoniste décide de distraire les militaires pour que les étudiants puissent s'échapper et se mettre à l'abri. Har commence à soigner une fille qui a été blessée. En voyant cela, Suta demande à Har de réparer une voiture à proximité afin qu'il puisse l'utiliser pour s'échapper. Mais ce faisant, il alerte les mecs ennemis qui ouvrent le feu et détruisent la voiture. Le protagoniste le remarque et se précipite pour sauver Har, et tous deux sont pris dans l'explosion. Pendant ce temps, Inori et les autres arrivent pour aider, esquivant les missiles et parvenant à s'approcher suffisamment pour attaquer les hélicoptères. Har, gravement blessé par l'explosion, regarde le protagoniste grièvement blessé. Avec ses dernières forces, elle utilise son Void pour le guérir complètement. Mais alors qu'elle fait cela, un hélicoptère militaire la repère et tire, détruisant son Void. Malgré cela, Har parvient à guérir complètement le protagoniste. Et dans son dernier souffle, elle lui avoue son amour avant de mourir. Le protagoniste se réveille, réalise ce qui s'est passé et se précipite pour tenir son ami. Har se transforme en cristal dans ses bras, puis se désintègre. Cela fait crier le protagoniste de chagrin et déclenche également un changement en lui, le mettant en mode tueur impitoyable. Il va voir Inori et lui demande son épée, l'utilisant pour détruire les mecs ennemis de manière épique. Après cela, Yairo raconte au reste du groupe ce qui s'est passé et comment Har est morte. Ils essaient de calmer le protagoniste, mais il attaque Suta et le blâme pour la mort de Har. Yairo l'éloigne et essaie de le calmer, mais le protagoniste réagit en disant que Har était le seul à vraiment croire en lui. Et avec cela, il décide qu'il est temps de séparer les forts des faibles. Puis, dans un changement de scène, nous voyons Argo et Ojimo infiltrer la zone de quarantaine depuis un hélicoptère. Ils ont été engagés par le père d'Arisa qui prévoit de la sauver de cet endroit et de la forcer à épouser un membre du gouvernement, quelqu'un qui pourrait aider à mettre fin à la zone de quarantaine. À son arrivée, Argo rencontre un groupe d'élèves du protagoniste volant des médicaments à des élèves d'une autre académie. Voyant le symbole de la rébellion sur l'uniforme d'Argo, les élèves l'amènent au protagoniste. Le protagoniste est maintenant devenu un tyran et le roi de l'école, ayant classé tous les élèves en fonction de la force de leur voix. Il recrute également des étudiants d'autres écoles qui ont des voix puissants, construisant un empire à partir de ce qui était autrefois l'académie. Argo arrive là où se trouve le protagoniste, et le protagoniste force une fille à remettre son voide pour qu'il puisse être classé. Argo lui dit qu'il est là pour emmener Ayase. Le protagoniste décide d'emmener Argo à un endroit qu'il devait visiter, un navire abandonné qui a coulé le jour de la tragédie. Le navire contient des fournitures militaires que le protagoniste a collectées en utilisant des étudiants de rang inférieur. Ces étudiants semblent déjà infectés par le virus de l'apocalypse, mais s'ils font bien leur travail, ils sont récompensés avec des vaccins. Tout à coup, l'une des pompes à oxygène commence à défaillir. Cette pompe est responsable de fournir de l'air à Suta qui est piégé dans les profondeurs du navire. Voyant cela, le protagoniste décide qu'il l'aidera et que s'il veut s'en sortir, il doit le faire par lui-même. Argo refuse de rester là sans rien faire, alors il se précipite pour actionner la pompe d'urgence située à proximité. Le protagoniste l'arrête, le menaçant avec une faux. Il dit à Argo qu'il prévoit de s'échapper de la zone de quarantaine et pour cela, ils ont besoin de toutes les ressources disponibles. S'il les gaspille sur des personnes de rang inférieur, cela ruinera leur plan. Argo le critique, disant que cette façon d'agir est trop discriminatoire. Mais le protagoniste répond qu'en raison de la rareté des fournitures, agir ainsi est crucial. Il ajoute également qu'il ne peut pas remettre Arisa car elle a un vide très puissant et est nécessaire pour leur évasion. Ensuite, le protagoniste menace de tuer Argo s'il n'obéit pas. Lorsqu'Argo refuse, le protagoniste décide de l'emprisonner à la place. Peu après, Suta parvient à s'échapper du vaisseau par ses propres moyens et Argo est jeté dans une cellule. Un robot appartenant à Tsugumi arrive et lui explique ce qui s'est passé, comment après la mort de Har, le protagoniste a construit un royaume basé sur les Voï et comment les gens, par peur, ont décidé de lui obéir. Dans une nouvelle scène, nous voyons Yu, qui semble être encore en vie, ramasser les bagues qu'il avait l'intention d'utiliser pour demander Mana en mariage. Pendant ce temps, le commandant Kado, qui a surveillé tout ce qui se passe à l'académie, informe Makoto et la mère du protagoniste que les choses se déroulent comme prévu et que le protagoniste a accumulé de nombreux voix au sein de l'académie. Ensuite, l'ancienne présidente va parler avec Argo, ayant entendu qu'il la cherchait, mais elle est arrêtée par un étudiant essayant de la harceler. Ayase intervient en le menaçant avec un couteau. Après cela, nous passons au protagoniste qui est avec Inori. Inori essaie de le réconforter, mais elle se comporte de manière étrange, comme si elle n'était pas elle-même.
Soudain, le protagoniste est alerté par ses compagnons qu'Argo s'est échappé de sa cellule. C'était grâce à Tsugumi qui lui a donné la clé et a également maîtrisé Ayase pour qu'elle n'alerte pas les autres. Argo essaie de rejoindre Arisa pour s'échapper avec elle, mais il est arrêté par le protagoniste. Les deux commencent à se battre à main nue et Argo parvient rapidement à mettre le protagoniste à terre. Puis Yairo apparaît et menace Argo avec une arme, mais soudain, des poutres délogées par un voide utilisé par le protagoniste tombent sur une fille. Le protagoniste saute pour la sauver, mais cela entraîne la destruction du voide de la fille, la faisant se cristalliser et mourir. Le protagoniste réalise alors que lorsqu'un voide d'une personne est détruit, la personne meurt avec. Arisa, qui se cachait à proximité, en est témoin et s'échappe. Le protagoniste commence à se disputer avec Yairo, qui lui dit que R est mort d'une supposée arme génétique. En réalité, elle est morte parce que son voide a été détruit. En apprenant cela, le protagoniste comprend à quel point l'idée d'un royaume construit sur des voies est vraiment dangereuse. Même ainsi, Yairo lui dit que si cela n'avait pas été fait, tout le monde serait mort à présent et qu'ils doivent s'en tenir au plan pour s'échapper. Argo essaie de raisonner avec le protagoniste, mais le protagoniste ne l'écoute pas et l'attaque pour faire sortir son voide. Pendant ce temps, l'ancienne présidente essaie de se cacher du protagoniste et des autres, mais elle est arrêtée par Inori qui agit de manière très étrange. Inori l'attaque avec une lance de cristal. Peu après, nous voyons aussi Kado, qui avec le professeur a réussi à ranimer quelqu'un qui semble être Guy. Après cela, le protagoniste se rend à un poste de surveillance où certains étudiants ne font pas correctement leur travail. Voyant cela, il menace de les tuer en détruisant leur voile. Yairo l'avertit que s'il continue à agir ainsi, les étudiants finiront par le détester. Mais le protagoniste croit que c'est le seul moyen de maintenir la discipline. Yairo craint que les étudiants ne s'allient avec Ayase contre le protagoniste, tandis qu'Inori a un flashback de ce qui s'est passé et comment elle commence à perdre le contrôle, faisant des choses qu'elle ne veut pas faire. Pendant ce temps, Arisa, encore profondément traumatisée par l'attaque, est dans sa chambre lorsqu'elle reçoit un appel téléphonique. Elle commence à raconter à la personne au téléphone la situation à l'école, mais elle est surprise par le voyou chargé de la surveiller. Arisa commence alors à flirter avec lui, parvient à le séduire et le convainc d'envoyer un message à tout le monde, révélant ce qui se passe lorsqu'un void est détruit. Cela pousse de nombreux étudiants à se retourner contre le protagoniste, car ils sentent maintenant qu'il les a trompés depuis le début. Puis, dans un changement de scène, nous voyons les dirigeants des grandes puissances mondiales se réunir pour discuter de la menace que le Japon représente désormais pour le reste du monde. Ils concluent qu'une action doit être entreprise. Peu après, Yairo va parler à Arisa, la soupçonnant d'être celle qui répand la rumeur. Arisa dit à Yairo qu'il ne devrait pas faire confiance aux autres, surtout à Inori, et elle raconte l'attaque qu'elle a subie de sa part. Pendant ce temps, Inori est avec le protagoniste et elle lui parle de l'attaque également, comment elle a l'impression de devenir quelqu'un qu'elle ne reconnaît pas. Le protagoniste promet que quoi qu'il arrive, il la protégera toujours. À ce moment-là, Yairo arrive et informe le protagoniste de l'attaque qu'Inori a menée, affirmant qu'elle doit être jugée et punie. Mais le protagoniste choisit de défendre Inori et accuse Yakiro de lui avoir menti à propos des voides. Après l'avoir menacé avec l'épée d'Inori, il force Yairo à partir, puis le rétrograde au rang le plus bas. Plus tard, nous voyons Arisa avec le voyou et il devient clair qu'elle le récompense avec des faveurs sexuelles en échange d'informations sur le plan pour s'échapper de la zone de quarantaine. Le voyou lui donne la date, l'heure et l'emplacement exact de l'évasion. Arisa prévoit d'utiliser ces informations pour retirer le protagoniste du pouvoir. Le jour de l'évasion arrive et tous les étudiants se dirigent vers l'un des murs. Cependant, les étudiants ont commencé à répandre la rumeur d'un coup d'état. Pendant ce temps, Kado surveille de près la situation, planifiant d'agir contre le protagoniste. Le protagoniste et le reste du groupe arrivent sur le site de l'attaque et rapidement, les mecs militaires commencent à les poursuivre. En réponse, le protagoniste met l'attaque en marche et avec l'aide d'Arisa, qui semble travailler avec le protagoniste, il se dirige envers les machines, mais les mecs ouvrent le feu, tuant plusieurs étudiants instantanément. Cela crée une distraction, permettant au protagoniste, en utilisant le voide d'Inori, d'avancer et de détruire de nombreux mecs en un seul coup. Le plan est d'atteindre une tour de contrôle qui opère tous les mecs dans la zone. Le protagoniste se précipite vers elle, détruisant plusieurs autres mecs, et en utilisant le voide d'une fille qui lui donne un coup de pouce, il atteint la tour. Il utilise ensuite une épée pour détruire le centre de contrôle, éteignant tous les mecs et provoquant l'effondrement de la tour, ouvrant la voie aux étudiants. Avec cela, ils parviennent enfin à s'échapper de la zone de quarantaine. Mais c'est alors que le plan de l'ancien président est mis en marche. Tous les étudiants pointent leurs armes sur le protagoniste et séparent Inori de lui pour qu'elle ne puisse pas le défendre.
Puis Suda pousse le protagoniste dans un cratère et les étudiants commencent à l'accuser de les utiliser comme des outils. Inori se libère et se précipite vers le protagoniste, mais soudain elle est transpercée par une épée du vide. À ce moment-là, des dizaines de mecs gouvernementaux arrivent et il est révélé que le responsable de cela n'est autre que Guy, qui a été ressuscité par l'armée et est maintenant une personne très différente. Guy s'approche du protagoniste choqué et d'un seul coup, lui coupe le bras, celui qui détenait le pouvoir de la clé. Après cela, Guy prend le pouvoir de la clé du protagoniste, le laissant à terre et brisé. Après cela, nous voyons comment les gouvernements du monde ont décidé de mettre fin à la crise en détruisant le Japon pour éradiquer le virus. Ils envoieront des avions de chasse à Tokyo avec l'intention de bombarder la ville avec des armes chimiques. Voyant cela, Guy utilise le pouvoir du roi pour unir tous les voix des étudiants et créer une arme qu'il utilise pour neutraliser les ogives. Cependant, en faisant cela, l'arme est détruite, causant la mort de plusieurs étudiants. Ayase et les autres essaient de raisonner avec Guy, mais il n'est plus la personne qu'ils connaissaient autrefois, et il menace de les tuer s'ils ne le rejoignent pas. Voyant cela, Yan refuse de protéger Gai et décide d'aider Tsugami et les autres à s'échapper. Il détruit les mecs à proximité et fonce directement sur Gui, mais le garçon est vaincu par les autres robots. Arisa utilise alors son Void pour protéger Gui et il est révélé qu'elle était celle qui avait divulgué l'information sur l'endroit où les étudiants allaient lancer leur attaque. Au milieu de la distraction causée par Yan, Inori parvient à s'échapper avec le protagoniste. Après cela, Gai utilise son pouvoir pour détruire toutes les flottes des nations du monde et fait une diffusion mondiale, menaçant d'anéantir tout pays qui attaquerait Tokyo ou même s'en approcherait en utilisant les satellites leucocytes. Pendant ce temps, l'armée forme une équipe de recherche spéciale pour localiser Inori, car Yu prévoit de l'utiliser pour ramener Mana et la faire épouser Guy. Inori se cache, cherchant des provisions pour survivre. Plus tard, Haruka avoue qu'elle a collaboré avec l'armée pour épargner à son fils de souffrir davantage à cause du pouvoir du roi. Après cela, Inori trouve le protagoniste et essaie de le nourrir. Mais il est profondément perturbé par tout ce qui s'est passé. Soudain, un groupe de soldats, dont Arisa, trouve le protagoniste et Inori. Alors qu'ils s'apprêtent à attaquer, une limousine arrive et des hommes armés en sortent, ouvrant le feu sur le camion. Arisa essaie de les arrêter en voyant que la personne à l'intérieur de la voiture est son père. Le vieil homme sort de la voiture et réprimande Arisa pour avoir aidé Guy, lui disant que le garçon dont elle est tombée amoureuse n'existe plus. Il confronte également les soldats pour avoir poursuivi le protagoniste, mais il l'informe que leur cible n'est pas lui, mais Inori. En entendant cela, le vieil homme attaque les soldats en tuant deux avec son katana. Puis il se retourne contre Arisa, affirmant que ses actions ont déshonoré la famille. Cependant, avant qu'il ne puisse l'abattre, elle lui tire dessus, le tuant. Pendant ce temps, Inori essaie de s'échapper en entendant qu'elle est la cible, mais elle est entourée par un groupe de voyous qui tentent de l'enlever. Inori perd le contrôle et les tue. Après cela, elle va vers le protagoniste et l'embrasse, mais elle perd à nouveau le contrôle et commence à le peloter. Le protagoniste lui crie d'arrêter et elle redevient normale. Plus tard, pendant qu'Inori mange, elle a une vision de Mana. À ce moment-là, nous réalisons que c'est Mana elle-même qui a causé le comportement étrange d'Inori. Mana dit à Inori que bientôt elle prendra complètement le contrôle de son corps, et quand cela arrivera, la première chose qu'elle fera sera de tuer le protagoniste. En réalisant cela, Inori décide que la meilleure chose qu'elle puisse faire est de quitter le protagoniste. Après lui avoir offert quelques mots d'encouragement, elle l'endort pour qu'il ne puisse pas l'arrêter et lui donne un baiser d'amour avant de partir. Elle choisit ensuite de se rendre à l'équipe militaire d'Arisa, mais elle ne prévoit pas de partir tranquillement. Inori active son mode berserker et attaque les mecs. Pendant ce temps, elle réfléchit au fait que, bien qu'elle s'ait été créée uniquement pour être un réceptacle pour Mana, ses sentiments pour le protagoniste sont sincères, et elle a l'intention de le protéger de Svi. Soudain, elle est frappée et capturée par l'une des flèches de Guy, l'immobilisant. Quand le protagoniste se réveille et réalise qu'Inori est parti, il décide de faire tout ce qu'il faut pour la récupérer. En raison de tous les événements impliquant Guy et le protagoniste, Haruka décide de mettre fin au plan de Kato en détruisant Mana. Cependant, lorsqu'elle arrive là où elle est censée être, elle découvre que Mana n'est pas là. Kato apparaît et lui dit qu'elle n'a jamais été là. Il révèle également qu'il est responsable de la mort du père du protagoniste, puis tire sur Haruka. Plus tard, nous voyons Arisa patrouiller dans la zone avec son escouade lorsque soudain, elle est menacée par derrière par le protagoniste.
il la force à lui dire où Inori a été emmenée. À ce moment-là, une annonce est diffusée à toutes les unités militaires via le téléphone d'Arisa, les alertant que la mère du protagoniste s'est échappée et a volé une mallette contenant un objet de haute sécurité. À cause de cela, le protagoniste force Arisa à l'emmener la trouver en échange de lui dire où se trouve Inori. Pendant ce temps, Haruka arrive au manoir du père d'Arisa, et en raison de la mort du vieil homme, la personne maintenant en charge est une fille nommée Kurachi. Kurachi lui parle de la mort du vieil homme, et Haruka explique comment elle a réussi à s'échapper et a essayé de tuer Mana pour arrêter les plans de Kato. Cela choque Kurachi, car Mana était sa fille. Omogo souligne alors que cela signifie que le protagoniste est aussi son frère. Haruka explique que le protagoniste n'est pas son fils biologique, mais qu'elle est devenue sa belle-mère en épousant son père. Après son décès peu de temps après, elle a décidé d'élever Shu comme s'il était le sien, bien qu'il y ait toujours eu une certaine distance entre eux. Puis Makoto, qui a décidé de prendre la mission de capturer Haruka, parvient à la localiser. Il arrive sur les lieux avec un groupe de personnes, ce qui met le groupe de Kurachi en alerte. Cependant, les gens agissent comme s'ils cherchaient seulement des vaccins pour le virus. En entendant qu'ils étaient supposément inoffensifs, le groupe baisse sa garde et ouvre la porte. Makoto et quelques gardes ouvrent alors le feu, tirant sur tous les présents. Omogo parvient à sauver Haruka et leur dit, à elle et à Kurachi, de fuir. Alors que les filles s'échappent, Omogo attaque Makoto, qui le tue facilement avec un couteau. Vie. Même ainsi, les filles parviennent à s'échapper et en sortant, décident de demander de l'aide à un autre groupe. Kurachi aperçoit la mallette et demande à Haruka à ce sujet. Haruka révèle qu'elle a volé un génome du vide, l'appareil qui détient le pouvoir du roi. Après cela, ils arrivent au groupe d'Ayase, et Argo informe les filles de la mort d'Omogo. Plus tard, Haruka et Ayase parlent du Void Genome. Et Haruka explique que s'il est utilisé par une personne ordinaire, cela peut provoquer une réaction allergique et la détruire. Il doit donc être utilisé par le protagoniste car il l'a déjà utilisé auparavant. Cependant, cela ne garantit pas qu'il puisse le tolérer. Même ainsi, Haruka ne veut pas que Shu ait à revivre cela. Mais soudain, la base est attaquée par les mecs de Makoto. En voyant cela, le protagoniste qui était en route avec Arisa saute de la voiture pour aider sa mère. Pendant ce temps, Haruka et les autres essaient de s'échapper, mais sans issue, Ayase demande à Haruka d'utiliser le génome sur elle pour qu'elle puisse combattre et arrêter les mecs. Juste au moment où elle s'apprête à l'administrer, Makoto apparaît et révèle son plan. Il veut obtenir un génome du vide pour lui-même, fasciné par son pouvoir. Ayase poursuit l'appareil lorsqu'il tombe dans les escaliers et Makoto commence à tirer, ses amis essayant de la couvrir. Après être tombée dans les escaliers, elle atteint l'appareil, mais Makoto l'arrête à nouveau en le frappant, l'envoyant voler jusqu'à ce qu'il atterrisse au pied du protagoniste. En le voyant, le protagoniste le ramasse. Tout le monde essaie de l'empêcher de l'utiliser et sa mère l'avertit que le génome pourrait le tuer. Le protagoniste répond que personne d'autre ne devrait souffrir en utilisant ce pouvoir. Après avoir dit à Haruka qu'il l'aime, il s'injecte le génome du vide et retrouve le pouvoir du roi. Puis il extrait son propre Void, qui se manifeste sous la forme d'un bras droit cristallisé avec des veines vertes le traversant, remplaçant le bras qu'il avait perdu. Ce nouveau Void peut extraire et assimiler d'autres Voids, ainsi que les utiliser à leur plein potentiel. Lorsqu'il fait cela, le Void devient noir avec un contour vert, ressemblant à la forme du sien. Il demande alors à ses amis leur voad et les utilise pour finir de détruire les mecs. Quand Makoto essaie d'écraser Ayase avec un camion, le protagoniste l'arrête en utilisant le Void de Suda et avec les ciseaux de Yohiro, il détruit Makoto pour de bon. Avec cela, il parvient à sauver ses amis et grâce à son nouveau Void, il peut aussi absorber le virus des gens. Cela lui permet de guérir la maladie de Suda. Et il décide d'utiliser cette nouvelle capacité pour mettre fin au virus une fois pour toutes. Tout ce qui s'est passé est rapporté à Guy par Kaito. Mais pour lui, la priorité est maintenant de se concentrer sur la résurgence de Mana, car elle prend de plus en plus le contrôle du corps d'Inori, qui est retenu captif à la base militaire. Peu de temps après, Guy délivre un nouveau message au monde, annonçant à toutes les nations qu'en raison de leurs attaques répétées ces derniers jours, il a décidé de mettre fin à l'humanité. Il leur donne la date à laquelle les attaques commenceront. Pendant ce temps, le protagoniste et les autres rebelles élaborent un plan pour arrêter Guy. C'est alors que Shibuki apparaît et leur explique les plans de Guy, comment il a l'intention de répandre le virus de l'apocalypse à travers le monde, anéantissant tous les êtres vivants. Il donne également au protagoniste un journal que Guy lui a laissé. Le journal appartenait au père du protagoniste et Guy a décidé de le lui envoyer afin qu'il puisse comprendre la vérité sur son père. Pendant ce temps, alors que Kaito parle avec Guy,
il raconte comment il a rencontré le père du protagoniste. À l'université, Kaito était très antisocial, jusqu'au jour où il a rencontré le père du protagoniste, Kurosu, qui était un grand admirateur des recherches de Kaito. Ils ont commencé à travailler ensemble et sont devenus de proches amis. Cependant, un jour, Kaito a accidentellement découvert Kurosu avec une femme qui semblait être la véritable mère du protagoniste. Lorsqu'elle est tombée enceinte, le couple s'est marié et est allé vivre là où la météorite de l'Apocalypse était tombée. Cette météorite a été découverte par Mana, et Kaito et Kurosu ont commencé à l'étudier. Un jour, un être nommé Yu est apparu devant eux, expliquant son but sur Terre, éradiquer l'humanité et créer un nouveau monde avec Mana. La mère biologique du protagoniste a été infectée par le virus de l'Apocalypse pendant sa grossesse, et Mana a choisi le protagoniste comme partenaire pour repeupler le monde. Yu lui a permis de vivre jusqu'à ce qu'elle accouche, après quoi elle est décédée. Après la mort de sa femme, Kurosu s'opposa fermement à la mission de Yu, ce qui amena Yu à essayer de convaincre Kaito de rejoindre sa cause. Kaito finit par accepter et commença à travailler avec lui. Après cela, Kaito et Yu commencèrent à expérimenter sur des enfants pour trouver le partenaire idéal pour Mana, et l'un de ces enfants était Gai, qui réussit à s'échapper en sautant dans la mer. Plus tard, il a été trouvé par Mana et le protagoniste sur le rivage. Dans un changement de scène, nous voyons le protagoniste être examiné par Haruka. Alors qu'elle fait cela, elle se souvient de son passé avec le père du protagoniste. Ils se sont rencontrés lorsqu'elle a rejoint l'équipe de recherche de Kurosu, et à mesure qu'ils passaient plus de temps à travailler ensemble, elle est tombée amoureuse de lui, touchée par son dévouement infatigable à l'étude du virus. Finalement, Haruka a décidé d'épouser Kurosu et est allée annoncer sa décision à Kaito, son frère aîné. Cependant, il désapprouvait la relation, bien qu'elle lui ait assuré qu'elle épouserait Kurosu quoi qu'il arrive. Tout allait bien jusqu'au jour où la catastrophe du virus Apocalypse s'est produite. Haruka était avec Mana dans une petite église attendant Kurosu, tandis que Kaito s'était introduit dans le bureau de Kurosu pour trouver ses dernières découvertes sur le virus. Il est tombé sur le journal expliquant la découverte du génome du vide et comment il pourrait arrêter le virus. À ce moment-là, Kurosu est arrivé et les deux se sont disputés. Kaito a essayé de convaincre Kurosu de le rejoindre avec Yu, mais Kurosu a refusé, déclarant qu'il n'avait pas l'intention de partager ses découvertes avec eux. Cela a mis Kaito en colère, et après que Kurosu ait encore refusé, Kaito a décidé de le tuer et de voler ses recherches. À ce moment-là, Haruka est arrivée, étant allée chercher Kurosu parce qu'il prenait trop de temps. En entrant, elle a été témoin du meurtre de son mari. Pendant ce temps, Mana a déclenché le désastre du virus de l'Apocalypse après avoir été rejeté par le protagoniste. De retour avec le protagoniste, les examens médicaux sont terminés. Haruka l'avertit que s'il continue d'absorber le virus des autres, il finira par être consumé par celui-ci. Elle lui dit aussi qu'il est peut-être déjà trop tard pour sauver Inori, car Mana est déjà en elle, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne prenne complètement possession de son corps. Malgré cela, le protagoniste dit à Haruka qu'il n'a pas l'intention d'abandonner et qu'il essaiera de sauver Inori quoi qu'il arrive. Sa mère l'embrasse et pleure. Juste à ce moment-là, quelqu'un arrive pour l'informer que l'hélicoptère est sur le point de décoller. Avant de partir, le protagoniste essaie de rendre les voids qu'il a pris à ses amis, sachant que s'il meurt, ils mourront aussi, car leurs voids sont liés à lui. Yahiro refuse, lui disant que tout le monde a décidé qu'ils devaient se battre en utilisant leurs voids. Après un moment émouvant avec Suda, le protagoniste part en mission pour sauver Inori et arrêter Gai. Après cela, nous voyons Gai être informé par son personnel militaire que les Nations Unies ont déployé une armée pour l'attaquer. Le protagoniste et les autres ont rejoint cette attaque et les préparatifs commencent pour mettre fin à Gai. Alors que tout le monde se prépare pour la bataille, le protagoniste rencontre Ayase, qui demande de l'aide pour entrer dans son mecha. Le protagoniste l'aide et lui dit qu'elle est très belle. Cela fait rougir Ayase et elle lui demande s'il serait capable de tuer Gai s'il se retrouvait face à lui. Le protagoniste répond qu'il n'hésiterait pas une seconde à le faire et il s'excuse d'avoir utilisé son Void pour se battre contre lui. Elle le rassure en disant que c'était sa décision de le lui donner et qu'elle espère que cela sera très utile. Puis l'attaque sur la base militaire commence. Les hélicoptères de combat lancent des centaines de mecs. En voyant cela, Gai utilise les Voids d'Arisa et d'autres, les combinant pour former un arc géant. Il utilise cette arme pour tirer des flèches d'énergie qui frappent et détruisent complètement plusieurs navires de la flotte. Pendant ce temps, le protagoniste et les autres ont déjà infiltré la base militaire. Yan apparaît en pilotant un nouveau mecha modifié et attaque le groupe du protagoniste, mais il s'avère que c'est une illusion créée par le Void de Tsugumi. Pendant ce temps, le groupe réel dirigé par le protagoniste continue d'avancer discrètement sous terre.
Section de l'installation. À ce moment-là, Tsugumi utilise un programme créé par Haruka pour pirater et désactiver tous les mecs militaires. En conséquence, les navires dits de l'armée se mobilisent pour soutenir le groupe au sol et le protagoniste continue d'avancer, utilisant le voile de Suda pour se frayer un chemin jusqu'à ce qu'ils atteignent un point où le groupe se sépare. Le protagoniste continue seul pour sauver Inori, qui est sur le point de se faire effacer tous ses souvenirs et émotions. Ga utilise ses pouvoirs pour cristalliser Inori, faisant émerger Mana de ce cristal. À ce moment-là, Inori le remercie de l'avoir sauvé ce jour-là quand il l'a secouru du laboratoire où elle a été créée. Elle lui dit combien cela l'a rendue heureuse qu'elle a pu rencontrer le protagoniste. Ga ne comprend pas ce qu'elle voit en Shu, et Inori explique qu'il lui a montré à quel point le monde peut être beau et triste, et que malgré toutes ses luttes et ses échecs, il lui a révélé le véritable sens d'être humain. Même si elle n'était censée être qu'un réceptacle pour Mana, elle est tombée profondément amoureuse du protagoniste. Pendant ce temps, l'équipe du protagoniste continue d'essayer d'avancer vers Inori, mais l'armée reprend le contrôle de la base, ralentissant leur progression. Alors que cela se produit, Inori est finalement consumée par le cristal, mais avant de perdre conscience, elle commence à chanter la chanson qu'elle chantait toujours pour le protagoniste. Le protagoniste l'entend et trouve où elle est, et tout le groupe se mobilise pour la rejoindre. À leur arrivée, ils sont arrêtés par Yu. Quand Argo le voit, il commence à lui tirer dessus, mais Yu attrape facilement les balles et les renvoie. Puis, il sépare le protagoniste du reste du groupe et commence à lui parler. Shu lui demande qui il est et ce qu'il veut. Yu explique qu'il est un envoyé d'une race extraterrestre et qu'il est venu pour créer un nouveau monde. Il demande ensuite au protagoniste s'il est prêt à s'unir avec Mana pour créer une nouvelle race sur Terre. Le protagoniste répond immédiatement non. Et à cause de cela, Yu décide de l'anéantir. En utilisant le pouvoir du génome, il attaque le protagoniste avec les voies de ses partisans. Le protagoniste se défend, esquivant et contre-attaquant avec le voile de Yahiro, tandis que le reste du groupe essaie d'avancer pour l'aider, seulement pour être arrêté par Yan. Yu continue d'attaquer le protagoniste, lui reprochant d'avoir rejeté Mana alors qu'elle l'avait choisi. Le protagoniste parvient à porter un coup qui repousse Yu en arrière, puis crée une sphère d'énergie massive avec son voile, la lançant vers lui. Yu essaie de le bloquer en fusionnant les voiles de tous ses partisans, mais c'est trop et il est vaincu. Le protagoniste continue jusqu'à ce qu'il atteigne enfin Gai et Inori, mais c'est trop tard. Gai a terminé le processus de cristallisation et Mana a été ressuscité. À ce moment-là, l'apocalypse arrive dans le monde. Pendant ce temps, le groupe de résistance continue d'essayer d'atteindre le protagoniste. Ayase commence son combat contre Yan et son mecha modifié. En même temps, Tsugumi lutte pour reprendre le contrôle de la base, mais est constamment arrêté par Kenji qui s'est rangé du côté de l'armée. Lorsque Mana se réveille, la première chose qu'elle fait est de courir pour embrasser le protagoniste. Elle commence alors à insulter Inori, disant qu'elle a enfin été libérée de ce monstre. En entendant cela, le protagoniste s'enrage, repousse Mana et crie qu'Inori n'est pas un monstre. Agacé par le rejet de Shu, Mana se prépare à l'attaquer, mais Gai intervient. Il lui dit qu'il va s'occuper du protagoniste et utilise son génome pour extraire le voile de Mana. Il l'utilise pour manipuler l'environnement, puis Mana dit au protagoniste qu'elle ne lui pardonnera jamais de l'avoir rejeté et qu'il le paiera cher. Elle commence un rituel pour générer une énorme vague d'énergie qui provoque l'arrêt de tous les mecs. En même temps, elle commence à répandre des rayons d'énergie à travers le monde, infectant les gens avec le virus de l'apocalypse. Des milliers de personnes se transforment en cristal et meurent. Gai dit au protagoniste que c'est la véritable apocalypse pour l'humanité et l'attaque avec son épée. Shu, en difficulté, se défend avec l'aide de ses pouvoirs. Pendant ce temps, Ayase et les autres sont attaqués sans pitié par Yan. Argo utilise une mitrailleuse pour donner à Ayase une chance de s'échapper. Et comme le mecha de Yan est alimenté par un void, il est infecté par le virus de l'apocalypse. Le protagoniste continue de se battre contre Gai, essayant de le ramener à la raison. Mais Gui, n'étant plus lui-même, critique le protagoniste pour avoir rejeté Mana et le blesse avec son épée. Ailleurs, Haruka arrive là où se trouve Kato et le menace avec une arme. Pendant ce temps, Guy est sur le point de tuer le protagoniste et le protagoniste est prêt à abandonner quand soudain il entend la voix d'Inori. La voix émane d'une rose de cristal qu'elle a laissée avant de mourir et elle l'encourage à continuer de se battre, lui disant qu'elle croit en lui complètement. La fleur d'Inori se connecte avec le protagoniste, libérant une vague d'énergie qui arrête l'attaque de Mana. Elle désactive également le mecha de Yan, stoppant l'assaut sur les rebelles. Pendant ce temps, Shibungi trouve la cachette de Kenji et le tue, permettant à Tsugumi de reprendre le contrôle de la base.
Le protagoniste invoque alors l'épée d'Inori, libérant toute sa puissance, et commence la bataille finale avec Guy. Pendant ce temps, Ayase parvient à prendre le contrôle de son mecha et, avec l'aide de Tsugumi, attaque Yann de toute leur force, le vainquant. Le protagoniste charge son épée avec toute la puissance combinée de lui-même et d'Inori, portant un coup final qui vainc Guy. Guy le transporte ensuite vers un espace où le vrai Guy apparaît. Guy décrit cet endroit comme celui où Mana est choisi, une utopie créée par Yu. Ici, Guy avoue au protagoniste qu'il a toujours été amoureux de Mana et avant de disparaître, il supplie le protagoniste de sauver Inori et de libérer Mana du contrôle de Yu. Il confie ensuite au protagoniste son génome du vide. De retour sur la scène, le protagoniste trouve Inori qui a réussi à contrôler Mana, mais elle est gravement affaiblie par le virus de l'apocalypse. C'est alors que le protagoniste prend une décision. En fusionnant les deux génomes, il commence à absorber tout le virus de l'apocalypse de chaque personne, ainsi que tous leurs voix. Ses compagnons s'en rendent compte et alors que le bâtiment commence à s'effondrer, ils n'ont d'autre choix que de s'échapper. L'assistant de Yann parvient à le sauver avant qu'il ne soit capturé par l'armée. Le protagoniste continue d'absorber le virus de l'apocalypse jusqu'à ce qu'il soit complètement cristallisé avec Inori. Mais soudain, il a une vision où il voit Inori. Elle lui donne un fil rouge avec lequel elle jouait avec lui. En le prenant, le cristal autour de lui se brise, le libérant, mais cela provoque la disparition d'Inori. L'ensemble du bâtiment s'effondre et il semble que le protagoniste soit mort également. Pendant ce temps, ses amis pleurent à l'extérieur du bâtiment, se reprochant de ne pas avoir pu l'aider. 5 ans plus tard, l'histoire reprend avec les amis du protagoniste qui se réunissent pour dîner. À leur surprise, le protagoniste arrive aussi. Il est vivant, il a réussi à survivre, bien qu'il soit devenu aveugle. La scène finale le montre assis sur un banc, écoutant les chansons qu'Inori chantait. C'est ainsi que se termine l'anime Guilty Crown.